C'est quoi le panier moyen chez vous? 550 €. Courchevel, c'est plus du double. J'avais pas le meilleur emplacement et j'avais une équipe super qui a vraiment fait une com et d'apporter de l'émotion parce qu'une marque aujourd'hui, c'est une émotion. Sur Paris, une femme sur 3 vient chez Livy à la poitrine refaite. Et toi, t'as bossé que dans la lingerie? Que dans la lingerie. Et j'ai bien l'intention de rester que dans la lingerie. J'ai aujourd'hui 120 femmes autour de moi. Mon ambition, c'est de devenir un leader sur cette lingerie de luxe. Combien ça coûte de lancer une marque comme Livy? Beaucoup d'argent. On a été aussi approché à un moment donné par Victoria's Secret. Une trentaine de points de vente, 120 000 pièces qui sont sorties de l'entrepôt l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le design a apporté quand même un produit différent. Ça, c'est mon plus beau cadeau. Quand les femmes me disent que grâce à Livy, elles se sentent belles. Écoute, je suis très content de te recevoir sur Génération It Merci Yourself. Mathieu, je suis très contente d'être là. Et de pouvoir aller creuser cette belle réussite qui est Livy. Alors, on est d'accord que la compression de Livy et Lisa Chavy n'est pas complètement anodine. Complètement pas. C'est un nom qui fonctionne bien. J'ai 1 milliard de questions sur la confection, sur les choix que vous avez faits, sur cet essor qui est quand même assez fulgurant, hein, on peut le dire. Sur les associations capitalistiques, peut-être industrielles, enfin comment tu as bossé là-dessus. Sur à la fois, tu vois ce que m'ont dit ces jeunes femmes en arrivant, tu as une grosse association entre la marque et toi, qui est forte aussi, et j'aimerais comprendre un peu la valeur de tout ça, et puis aussi potentiellement le boulet que ça peut être, parce que quand on valorise trop une marque sur son nom, ça peut être un boulet à la fois. Bon, Yves Saint Laurent et Chanel s'en sont bien sortis quand même, hein. J'aimerais comprendre ta relation aussi aux réseaux sociaux, aux nouvelles manières de communiquer, parce que tu es arrivé quand même dans cette vague aussi. Ça fait un vaste programme déjà, ça te va? Très bien. Alors avant tout ça, si tu veux bien, Lisa, je te propose de te présenter toi-même. Ok. Donc je suis donc Lisa Chavy, je suis maman de 2 enfants, Marius et Colette, 16 et 18 ans. Et j'ai lancé Livy il y a 7 ans. Avant ça, j'ai toujours travaillé dans la lingerie. Je suis une énorme passionnée de lingerie, historienne, j'aimerais bien, à l'avenir, monter un musée de lingerie pour pouvoir partager justement, en plus de créer de la lingerie, mais partager cette passion avec tout le monde, l'histoire de la lingerie. Et aujourd'hui, mon projet, mon ambition, c'est de développer ma marque au travers le monde. Alors peut-être trop ambitieux, mais de devenir un leader sur cette lingerie de luxe. Voilà, déjà pour une première présentation. Comment on devient passionné de lingerie? Je veux dire, ça apparaît à quel âge? Il y a beaucoup d'hommes déjà dans la lingerie ou très Non. peu? Non. Alors, Il y a dans les plusieurs financiers, questions. Ouais. dans les grosses réussites de direction, il y a beaucoup d'hommes. Mais sinon, finalement, moi, j'ai aujourd'hui 120 femmes autour de moi. C'est vrai? Oui. Et comment on devient passionné? Ça vient à quel âge, je veux dire déjà, ouais, cette passion. À quel âge tu passes de petit bateau à... Ben, justement à l'âge où on passe de petits bateaux à la lingerie. Ouais. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est vraiment un produit très féminin, très proche quelque part de soi, du sentiment. C'est quelque chose avec Livy, on essaye de sortir à l'extérieur et d'apporter une révolution dans ce domaine-là. Mais finalement, c'est quelque chose qui reste quand même dessous, contre soi, et qu'on décide de montrer ou pas, selon ses choix. Enfin, on a cette chance quand même en France d'être assez libre et de pouvoir faire ses propres choix. Et je trouve que c'est vraiment un produit, moi, qui m'a toujours plu, très fin, très technique aussi. Il faut être, on ne peut pas être uniquement styliste, il faut être aussi modéliste, il faut connaître le bien-aller, le fitting. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, en tout cas, dans la mode. Et aussi parce que finalement, personne n'y va vraiment, à part Chantal Thomas, qui a vraiment incarné sa marque. On n'a pas vraiment de créatrice en lingerie. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, d'avoir une spécialité dans la mode. Et c'est quelque chose que j'ai voulu poursuivre. J'ai un nom qui me vient quand même quand tu me dis ça. Pardon, tu cites tes Bien concurrents, sûr, bien sûr. mais ce serait Simone Perel quand même. C'est pas pareil Alors, par rapport à Chantal Thomas. Enfin... est-ce que Simone Perel a été une créatrice de mode ? Ah, pardon. Je sais pas. C'est les gens de la mode qui viennent pas dans la lingerie. Ok, je pensais que c'était On pas... n'a pas de créatrice de mode à part Chantal Thomas Okay. et aujourd'hui Livy, que j'incarne en tant que créatrice aussi. Évidemment, beaucoup de femmes business qui l'ont lancé, mais soit qui viennent du marketing, qui viennent d'autres directions, mais vraiment de créatrices de mode
qui incarne une marque de lingerie, la seule qui me revient en tout cas, c'est Chantal Thomas. Super intéressant. Je reviens sur l'âge. En fait, il y a un truc que tu m'as dit quand on passe de petit bateau à justement une marque de lingerie. C'est laquelle la première marque de lingerie que tu comportes en France? C'est quoi? Il y en a une un peu plus pour les jeunes comme. Alors moi j'ai travaillé pendant longtemps pour Undies, Ouais. donc j'ai envie de dire Undies peut-être. On a les premières brassières, Ouais. Calvin Klein peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais finalement quand elles veulent vraiment un soutien-gorge, les jeunes, ce qu'elles appellent un soutien-gorge, c'est quand il y a un agrafage dans le dos, des bretelles qui se règlent. Elles veulent pas des brassières, donc. Ok. Parce que le week-end dernier, j'étais dans le Marais avec mon fils, enfin avec d'ailleurs mes deux fils, et puis mon fils Eli qui a 9 ans, qui est un taliban, comme son nom l'indique, a regardé une affiche et il a dit mais papa, mais regarde, c'est, elle est nue presque, c'est dégoûtant. Je dis bah non, c'est juste une femme en lingerie quoi. Mais c'était assez drôle. Donc c'est vrai qu'il doit quand même y avoir un âge où ça shift en fait, non, j'imagine. Où ça bascule. Ok. C'est vers quel âge ça, tu crois? Bah, quand on commence à avoir de la poitrine déjà. Donc. Mi-collège, quoi, oui, quatrième. Mi-collège, c'est ça. Ouais. Déjà en sixième, je pense qu'on commence à avoir envie de porter des brassières, et après cinquième. Et toi, ça t'a touché, tu te dis historiquement, à partir de quand vraiment? La lingerie, c'est assez culturel. C'est vrai que quand on est dans une famille, enfin moi, ma mère a toujours aimé la lingerie, a toujours eu plutôt du poitrine avec du volume. Du coup, on met de l'argent pour avoir quand même du confort, pour avoir quelque chose de beau. C'est assez culturel, plus qu'une histoire d'argent, en fait. Ça veut dire que tu as des gens qui mettent de l'argent dans la lingerie et d'autres qui n'en mettent pas. Et moi, j'ai évolué dans une famille où, en tout cas, ma mère était très féminine et elle a toujours porté des beaux dessous. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée, passionnée. Et elle a fait de même avec moi. Voilà, c'est une éducation. Il y a du team petit bateau forever, quoi, en fait. Il y en a qui... Oui, peut-être. J'ai jamais été de cette team-là, mais ça existe, oui. Et alors, cette passion historienne, c'est quand même assez drôle que tu racontes ça. C'est que... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, carrément. Ouais, cette passion historienne, c'est parce que je suis très amie, enfin j'étais très amie parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps, avec Ghislaine Raillet, qui était vraiment la grande historienne de lingerie, qui a la plus grande collectionneuse, et je lui ai racheté beaucoup de pièces pour justement créer l'histoire aussi, moi de mon côté. Et je pense qu'on est bon aussi dans un métier quand on en a la culture, quand on connaît l'histoire, évidemment, quand on sait d'où ça vient. J'ai même démonté des pièces très anciennes pour me déculpabiliser, je me suis dit, pour faire avancer la science, mais sur lequel, voilà, je trouve que vraiment Livy est née de ça aussi, entre innovation mais aussi tradition. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle, et voilà, et mon ambition, c'est de faire un musée dans Paris. Je suis en train de travailler dessus et j'aimerais bien le sortir d'ici 2 ans, mais pour pouvoir justement montrer l'histoire de la lingerie. La lingerie, quand même, culturellement, c'est français. Et c'est dommage de jamais avoir vraiment eu d'exposition sur la lingerie, le soutien-gorge. Et alors, quels sont les grands actes fondateurs, ça date de quand, la lingerie? Alors, la lingerie, les premiers corsets, 1850. Ok. Voilà. Donc, Marie-Antoinette, elle n'était pas en lingerie. Déception. En lingerie, non. Okay. Vraiment, quand on me dit lingerie, le linge, c'était vraiment... voilà, dans ces années-là. Et c'est quelque chose qui a vraiment toujours suivi aussi l'évolution des femmes, les révolutions, les grands mouvements. Ça a vraiment fait partie de l'histoire, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important, en tout cas, de montrer, d'expliquer. Les femmes, alors, elles n'ont jamais vraiment brûlé leur soutien-gorge, mais quelque part, cet acte de révolution, de le dire, a marqué aussi les étapes, les époques. La libération aussi aujourd'hui. Livy est une marque, j'ai envie de dire, un peu sexy, 360 pour les femmes qui s'assument. Bon, bah, aujourd'hui, on voit même tous les podiums sont en lingerie, donc c'est quelque chose qui va justement avec cette liberté d'expression, liberté de soi. Et Livy s'incarne aussi dans ces événements-là, donc je trouve que c'est important de pouvoir le retranscrire et de l'expliquer. Et toi, t'as bossé que dans la lingerie? Que dans la lingerie. Et j'ai bien l'intention de rester que dans la lingerie. Il n'y a pas des moments où tu dis j'en ai marre? Non. Ok. Pas encore. Et t'as une mission? Peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai et pour faire peut-être d'autres choses dans le domaine artistique. Mais c'est vrai que j'aime cette sensibilité aussi féminine qu'il y a autour de ça, et cette parole qu'on peut avoir, cette libération. Alors, je ne sais pas ce que t'ont dit ces jeunes femmes que tu as croisées en leur parlant de Livy, mais souvent, quand on dit Livy, elle me dit « Ah, Livy !» Et du coup, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir, parce que je me dis,
j'ai réussi quand même cette espèce de pouvoir magique de libérer parfois certaines femmes où elles se sentent belles, elles se sentent... voilà, je me suis sentie investie de cette mission en lançant Livy et c'était vraiment très important pour moi. C'est quoi Livy pour toi justement? Alors qu'est-ce que ça représente? Ou Pour moi, Livy, c'est bien plus qu'une marque de lingerie, c'est un état d'esprit aujourd'hui, une sorte aussi de libération. Et si je parle plus concrètement de la marque en elle-même, c'est devenu une marque quand même relativement sexy, euh, 360, j'ai envie de dire, dans le sens où aujourd'hui, Livy, c'est certes, on s'appuie sur une expertise de lingerie, mais on fait aussi du prêt-à-porter. Et je crois que j'ai apporté quelque chose de différent dans le sens où, initialement, l'objectif de la lingerie, d'un soutien-gorge, c'est de maintenir la poitrine. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé avec la chirurgie. Enfin, sur Paris, une femme sur trois, enfin, dans le pouvoir d'achat qui vient chez Livy, a la poitrine refaite. une femme sur trois? Une femme sur trois dans ma clientèle. Ah waouh! Donc, du coup, Et ça veut dire tu disais qu'elle a plus besoin de soutien-gorge ou c'est plus la même chose? C'est plus un soutien en fait. Déjà, on n'est plus obligé avec le Covid. Le no-bra est devenu quand même un grand mouvement. Donc, si on n'a pas envie de porter de soutien-gorge, on n'est plus obligé d'en porter aujourd'hui. C'est pas voilà. Donc, ça a quand même changé aussi la façon de s'habiller. Et en plus de ça, avec la chirurgie, ça veut dire que si on a un volume vraiment trop important et qu'on veut se faire lifter ou réduire la poitrine, aujourd'hui c'est complètement possible. On rentre le matin, on sort le soir. Enfin voilà, on a une poitrine toute neuve, toute belle et voilà, c'est plutôt très facile. Et si on a eu ses enfants, qu'on a envie, alors quand on dit refaire la poitrine, on croit toujours que c'est mettre 3 tailles en plus et on a des images, mais la réalité c'est que souvent, la plupart du temps, c'est très discret, les gens ne le savent pas et c'est juste voilà, se redonner un peu de volume là, plutôt sur le dessus, là où on en a moins. Et ça a vraiment aussi changé la consommation de la lingerie dans voilà, le consommateur plutôt assez haut de gamme. Oui, parce que c'est lié. Les femmes qui se font refaire les seins ont quand même un peu de moyens et donc elles vont plutôt aller consommer de la lingerie plutôt haut de gamme. C'est ce que tu dis. Et ça change justement les modèles. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'avaient pas compris ça, dans des marques peut-être plus traditionnelles, proposaient pas des produits adaptés? Alors, c'est juste que, par exemple, il y a des marques qui ont fait plutôt leur stratégie sur les grandes tailles. Tu me parlais par exemple de Simone Perel tout à l'heure, c'est vrai que c'est des produits avec des grosses bretelles, un confort, et qui accompagnent vraiment les femmes, qui ont beaucoup de volume, sur quelque chose qui supporte la poitrine. Moi, Livy, je suis plutôt une marque mode, même si on est surtout des finitions fines, ça veut dire que même sur des tailles plus importantes, je reste sur des bretelles fines, je reste sur des tailles délicats, parce que justement, les femmes ont plutôt une poitrine qui se tienne, et il n'y a pas besoin d'aller chercher un maintien extrême dans leur soutien-gorge. Ok. Et ce qu'on a beaucoup travaillé aussi, c'est le soutien-gorge, certes, mais par exemple, nous, on fait énormément de body, des bodys qui peuvent se porter à l'extérieur, des bodys qui suivent une taille de soutien-gorge. Un soutien-gorge, c'est pratiquement du sur-mesure. On a 15 tailles dans un soutien-gorge. 15 tailles. 15 okay. tailles, donc selon la profondeur, donc le volume de la poitrine et le tour de dos, on peut ajuster, on peut pratiquement faire c'est pratiquement du demi-mesure. Ouais, donc tu as les fameux qu'on connaît, 90, A, B, C, Exactement. D, E, ça va jusqu'où? Ouais. Nous, on va jusqu'au 95F. 95F. Mais c'est pas des tailles qui marchent très très bien chez nous. Ok. Et donc ça, c'était tes 15 tailles, et après, il y a des spécialistes qui vont au-delà et en dessous, c'est ça? Oui, bien sûr. Aux dessous, États-Unis, on peut aller très très loin sur les tailles. Ok. Il y a de l'innovation dans la lingerie, je veux dire, peut-être au-delà de la manière de confectionner, mais dans même les modèles, le style, les choses comme sûr. ça, ouais. En tout cas, moi, j'ai essayé, j'espère que tu l'as vu, d'apporter des choses différentes. Déjà, je travaille énormément sur tout ce qui est tulle transparent, tulle trompe-l'œil, pour pouvoir apporter justement du confort, mais en même temps de la transparence et travailler les modèles. Je travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est finition, ce qu'on appelle... Il va falloir que tu m'expliques un tulle, par exemple. Je suis désolé, mais je suis vraiment un nob. Un tulle, c'est une maille que j'utilise vraiment nude et qui est vraiment transparent sur le peau. Okay. Quand j'ai vraiment lancé Livy, ma première idée a été de créer le soutien-gorge transparent. Okay. Créer le soutien-gorge transparent avec des lignes noires justement qui architecturent le corps et on voyait que les lignes sur la peau. Okay. Et ces lignes étaient faites avec du banding. Du banding, c'est une matière thermocollée qu'on utilise beaucoup sur le sport par exemple. Les leggings sont souvent avec thermocollés, sans couture, donc hyper confort. Et ça permettait de ne pas avoir un élastique, de ne pas avoir de piqûre et d'avoir quelque chose vraiment de très fin sur le corps.
Voilà, j'ai aussi beaucoup retravaillé tout ce qu'on appelle mono-armature. Normalement, un soutien-gorge, tu as 2 armatures. Ok. Mais initialement, c'était une seule armature qui permet d'avoir justement un entresein comme une sorte de piercing à l'entresein et qui permet justement de travailler des choses différentes sans avoir un séparateur comme tout le monde. Je me suis énormément aussi inspirée de tout ce qui est architecture pour travailler les épaules, les dos. J'ai beaucoup travaillé les dos. Et ce qui m'a amené aussi à amener des pièces de prêt-à-porter. Par exemple, on a un smoking avec le dos ouvert qui permettent justement de compléter la silhouette et de pouvoir montrer le dos. Ça, tout ça, tu le fomentais depuis longtemps. Comment, enfin, la petite Lisa qui est arrivée, t'as fait quoi comme étude? T'étais dans une école de stylisme, hein, je crois. Ouais, moi j'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait... Pourquoi donc un bac Parce que je scientifique? voulais faire médecine et que du coup, au final, mes parents étaient commerçants et que je me suis dit, non, j'ai quand même envie d'aller dans la mode, mais j'étais plus business que vraiment la créatrice perchée. Donc je trouvais que la lingerie était aussi le bon intermédiaire entre les deux parce que c'était fin, délicat et j'aime bien le côté aussi business de la mode. Et aujourd'hui, t'es aussi un peu la créatrice perchée ou pas du tout? Non. Non? Mais t'es la créatrice quand même. Je suis la créatrice quand même. Et t'aimerais être perchée ou ça va? Non. Tu le vis bien? Peut-être que les gens diraient que je suis perchée. J'en sais rien. Mais je crois que je garde bien les pieds sur terre quand même. Ok. Et après, j'ai fait S-Mode. S-Mode, ok, très bien. Spécialisation lingerie. Il y a des spécialisations dès quelle année? La 3e année. Ok. Et donc derrière, je veux dire, dans ces années 2000, 2008, 2012, jusqu'à tu vois, la refonte d'Undies, je vois, 2000, jusqu'à Alors 2013. après, j'ai intégré une société qui s'appelait la Société internationale de lingerie et qui exploitait les licences Dior. Donc, parce que la lingerie, c'est tellement particulier que Dior ne le faisait pas en interne. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans pour la marque Dior. Donc, tu fais des designs et produits des produits Dior qui sont vendus ensuite en boutique Dior ou qui sont vendus ailleurs? Qui sont vendus par cette société qui s'appelait la SIL, Société internationale de lingerie, et qui avait son propre réseau de commerciaux et qui était vendu dans le Bon Marché, Galeries Lafayette et dans pas mal de multimarques à travers le monde. Ok. Et il y avait quelques pièces aussi qui étaient vendues chez Dior. On faisait aussi des pièces particulières comme les maillots de bain pour le défilé ou dès qu'il y avait des pièces un peu particulières, des corsets ou autres, on les faisait nous aussi. Et toi, quand tu dis on les faisait, tu faisais quoi là-dedans? Moi, je dessinais. Tu dessinais. Et c'était à l'époque en plus de Galliano. Enfin, j'étais pas du tout en direct avec lui, mais en tout cas, les créations étaient proposées à Galliano. Et c'est vrai qu'il a vraiment disrupté aussi ce monde, lui, de la lingerie, parce que il demandait d'apporter les imprimés sur les soutiens-gorge. C'était pas juste de la lingerie traditionnelle, c'était s'inspirer du prêt-à-porter pour l'apporter justement sur les pièces de dessous. C'était à peu près dans ces moments-là où il y avait toutes ces vagues de ce qu'ils appelaient le porno chic et des choses comme ça. Donc en effet, j'imagine que la place des dessous sur ce moment-là était... Et c'est là où les dessous, parce que maintenant, 25 ans après... à mettre de la couleur sur les dessous, c'est quelque chose, c'est courant, commun, mais à l'époque c'était quelque chose de nouveau. Les dessous, quoi, blanc, noir, chair éventuellement. Ouais, et même le noir encore, c'était Chantal Thomas. Vulgaire. C'était coquin. Et du coup, on a apporté des imprimés, on a apporté de la couleur, on s'est inspiré de matières, justement, de tailleurs, de costumes. C'était vraiment une lingerie qui commençait à se montrer. Alors j'avais un peu fait ça il y a quelques années avec Clara Blockman que tu connais. Mais tu peux juste me déconstruire, parce que c'est quand même un métier complexe, entre le dessin et les différents métiers, comment ça fonctionne la lingerie? Alors, en plus j'ai eu cette chance chez Dior, on avait nos propres usines. Donc j'ai connu l'usine, j'ai connu dès le début, dès mon premier job, vraiment de travailler aux proches des mécaniciennes. J'ai même été sous les machines aussi quand on avait des pièces particulières de défilé ou autre. Moi, je crée pas en dessinant, je crée en volume. Ça veut dire que chez nous, chez Livy, on crée des petits mock-ups. Alors, bien sûr, on commence par un petit dessin. Mais moi, je suis pas une grande dessinatrice, mais je fais un petit dessin sur un coin de table. Je fais un mix entre tout ce qu'on me propose et après tout de suite très vite nous on passe en ce qu'on appelle un petit mock-up, juste un demi soutien-gorge pour voir ce que ça donne en volume et c'est comme ça aussi que j'aime valider les choses.
Une fois qu'on a validé ce produit, on lance une fiche technique, on lance un fabricant et là on fait un vrai prototype. Il faut savoir que sur un soutien-gorge, on peut aller jusqu'à 15 matières différentes entre la bretelle, l'anneau réglette, l'agrafage, la doublure, les 2-3 matières principales, etc. Tous les élastiques selon le haut, le bas, les tailles différentes. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment un métier de détail et tout le fit. On a 30 étapes de montage. Aujourd'hui, on a cette chance, c'est de plus en plus informatisé. Mais moi, j'ai connu, on faisait les étapes de montage à la main. Et du coup, oui, c'est vraiment un métier de détail d'une taille à l'autre. Des fois, on a juste 3 mm d'écart. Donc, c'est sûr que quand on coupe, il ne faut pas se tromper parce que sinon, la seule petite marge qu'on peut avoir est prise dans l'erreur. Donc, oui, c'est vraiment un métier de détail et c'est ce que j'aime aussi. C'est réussir à sublimer tout en respectant ça et en même temps en apportant vraiment cette touche très pointilleuse dans tout ce qu'on fait. Et quelle est la différence entre je sais pas moi, justement, des pièces de lingerie cheap, pas chères, et des pièces très chères? C'est de la confection en Asie, ou justement c'est fait en Asie et c'est mieux, ou quel est le parcours un peu de ces choses-là? Alors déjà la matière principale. Mmh. Moi j'utilise beaucoup de dentelles françaises qui viennent de Calais. Donc ça, c'est des dentelles, ce qu'on appelle les dentelles Leavers. Okay. Rien que pour installer un métier, il faut peut-être 3 personnes sur 2 mois pour installer une nouvelle dentelle, fil par fil, pour avoir justement cette finesse. Donc vraiment, la matière principale, ça fait quand même partie du coût du produit. Ça, c'est fait à la main en France? Les dentelles, c'est des métiers très anciens. Et l'installation du métier, fil par fil, est fait à la main, oui. Oui, donc ça doit coûter cher. Ouais, ça coûte très cher. Après, c'est sûr que si tu utilises de la soie, moi j'utilise beaucoup de soie. Déjà aussi, le prix est plus élevé. Et après, toute la finesse, c'est sûr que quand tu as ce qu'on appelle, tu sais, des cups, de la mousse, quand tu t'engorges à de la mousse, ça c'est facile. Tu mets la matière, tu as du stretch dedans, tu tires un peu et après tu couds. C'est beaucoup plus facile à faire que quand tu as une matière rigide où tout doit être au millimètre près, les découpes avec une dentelle française plus de la soie. Déjà, tu as une différence de prix entre les deux. Et après, moi, j'habille, je fais des bustiers, des soutiens-gorge aussi un peu plus longs. Donc ça apporte beaucoup de choses. Et c'est tout le travail qu'il y a derrière, au millimètre près, de tous j'ai envie de les appeler les artistes, qui travaillent derrière la confection aussi. Et peut-être que la différence, c'est, moi, par exemple, chez Livy, la plupart de mes produits sont faits dans des petites chaînes où c'est vraiment des femmes qui ont la main pour le faire. Ça veut dire qu'on a peut-être 2-3 étapes, alors que par exemple sur une marque de plus grande diffusion, il y a peut-être 12 étapes et une personne met la bretelle, une personne met le sanglage, c'est vraiment une chaîne. Fordisme, quoi. Voilà. Alors que moi, on peut un peu plus difficilement le faire. Déjà, parce que mes quantités sont plus petites, donc on ne peut pas installer une étape de 12 personnes. Et 2, parce qu'à chaque fois, ils me disent on t'a mis les meilleurs, c'est tellement compliqué, on t'a mis les meilleurs pour le faire. Et c'est vrai qu'on le sent sur la main du produit et même des usines quand je choisis, parce que je suis vraiment dans le détail justement de ce produit. Je choisis vraiment mon usine en fonction de la spécificité, de ce que j'attends, de la main que j'attends du produit. Et ça, pour moi, c'est important aussi, quoi. Alors, si je reviens à Dior et jusqu'à la création de Livy, toi, tu es passé par Undies, c'est là où tu as rencontré le groupe Etam, c'est ça? Juste avant, cette société a pris aussi différentes licences, donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir bosser avec Kenzo, de bosser aussi avec Christian Lacroix à l'époque. Et à chaque fois, c'est donc tu as les... J'ai fait la lingerie et les maillots de bain et la lingerie de nuit. Extra. Et genre, c'était toi le boss pour eux, en tout cas, à chaque fois. Alors, plus ou moins. Moi, j'étais une relation directe avec styliste. Et je bossais avec des stylistes qui étaient en interne chez eux. Mais oui, on co-créait ensemble toutes les collections de ces grands créateurs. Ça doit être fou. C'est pas compliqué de s'adapter à un Kenzo qui a un truc très... C'était Antonio Maras à l'époque. Non, c'est ce que j'aime justement. Et même encore aujourd'hui, j'adore adapter, essayer de comprendre ce que les femmes ont envie. Et là, de comprendre ce que les créateurs avaient envie et d'adapter justement ma patte à une marque ou d'adapter ma patte aujourd'hui à une philosophie, à une femme, à une façon d'être. Non, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pas uniquement de dessiner, c'est essayer de créer des nouveaux besoins aussi par rapport à ces femmes. Donc... non, c'était assez super. Et en même temps,
Donc la transition est là. J'avais envie d'exprimer ma patte sur une enseigne. C'est pour ça que j'ai intégré Undies. Et de ne plus... c'était assez frustrant, en fait, de répondre aux exigences des créateurs. C'était intéressant, c'était super. Mais c'était pas hardcore, pardon, de cette époque, je me dis un Galliano, des Kenzo, des Lacroix, dans ces époques plutôt early 2000, peut-être mi-2010, enfin, aube de 2010. Je vois quand même un peu ces maisons avec beaucoup de divas, est-ce que j'hallucine un peu ou est-ce que... Enfin, écoute, moi, j'ai toujours aimé ça, l'exigence. ok. Et, Mais t'as le droit d'être exigeant en étant un peu sympathique. oui, mais j'ai aimé apprendre d'eux. J'ai aimé me dire, essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, et de réussir à aller le plus juste possible par rapport à une demande. Et après, évidemment, un moment, je suis restée 5 ans, j'ai eu envie de m'exprimer par moi-même par rapport à tout ce que j'ai appris, parce que justement, je n'étais pas toujours en accord, mais enfin, j'ai toujours respecté leurs attentes, et c'était mon job de les respecter. Après, quand je suis rentrée chez Undies, j'ai eu cette chance justement de pouvoir donner naissance aux pattes, un style pour une enseigne. Et ça, ça a été passionnant pour moi aussi. Undies, pour moi, c'est vraiment, en effet, un truc plus pas de kid, mais de teenage, quoi. De teenage, ouais. Ça doit quand même être un sacré choc quand tu viens de la croix. Pas tant que ça, figure-toi. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé que j'ai eu cette chance de rentrer dans le groupe Etam au moment du lancement de la marque. Elle n'existait pas, la marque. Undies, c'est une création. C'est une création. Ok, intéressant. C'est une création. Et avec un déploiement, mais monde, quoi, hein, aux États-Unis. Ah non, ils sont pas aux États-Unis. À un moment, ils devaient vendre au moins... peut-être. Il y avait des podcasteurs américains et tout qui poussaient des caleçons Undies et des choses comme ça. Peut-être pour des hommes, je sais pas, mais ok. En tout cas, non, c'était vraiment super d'être là dans ce projet, quand même avec aussi un grand budget, avec finalement plus de liberté, parce que c'était assez archaïque quand même finalement. C'était super d'avoir ces usines en France, mais finalement assez bloqué par les créateurs, même si j'ai énormément appris. C'était génial de pouvoir gagner cette liberté et qu'on me fasse confiance justement parce que que j'étais vraiment une spécialiste de lingerie et de pouvoir faire grandir aussi pas mal d'usines. J'avais du coup 26 ans parce que mon fils venait de naître quand j'ai changé. Ouais. Ah ouais, donc c'était un sacré projet, quoi. Ton premier en plus garçon, ton premier enfant. Mon fils, ouais, 18 okay. ans. Enfin, il a 18 ans aujourd'hui. Waouh. Et comment on prend ça? La marque, attends, tu m'as dit la marque n'existait pas à ce moment-là où tu... Ok. C'était au lancement d'Undies. Quand je suis rentrée, on n'avait même pas le nom. Intéressant. Et donc... Et du coup, Undies, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a vraiment disrupté. On s'est dit, ok, on prend tout ce qui est fait en lingerie et on le fait différemment. Et c'était l'époque un peu de la lingerie glamour, justement de Chantal Thomas, du côté un peu velours. On s'est dit, ok, on va faire une boutique... genre comme une boutique de jeans, ça va être en béton ciré, les vitrines vont être complètement ouvertes sur la rue, les sacs vont être transparents, les soutiens-gorge vont être colorés. On est parti, et c'est la couleur vraiment, le côté peps, le côté vitaminé qui a guidé tout ça. On a apporté aussi des pièces de prêt-à-porter, des t-shirts. Donc c'était vraiment... Et on a porté de l'homme aussi, c'était hyper nouveau. Personne n'avait une enseigne entre lingerie, femme, homme. Tout le monde se baladait, ils sortaient avec leur sac transparent. On était là, waouh, on a quand même réussi quelque chose de nouveau et de différent. Et j'ai vraiment adoré. Et puis il y avait ce côté aussi... Alors à l'époque, on consomme un peu plus parce que rien n'est cher. Donc du coup, ça poussait aussi à la consommation. Bon, aujourd'hui, on est sur une autre philosophie. On avait peut-être été trop loin sur tout ça à un moment donné. Mais en tout cas, ça a été un énorme succès au moment du lancement et d'apporter... ce côté très ludique aussi. Peut-être plus proche que d'un Calvin Klein finalement, non, dans l'univers. Oui, carrément. Ok. Plus sporty en tout cas. Oui. Mais on avait aussi quand même des produits, de la dentelle de couleur, des produits sexy. Et l'homme, toi, tu veux pas en faire maintenant avec Lévi? Si, on fait un peu d'homme. Ah, j'ai pas vu sur le site. Ok, ouais. Je vais regarder. On a un caleçon homme. Un caleçon homme. Il est pas en dentelle. Il est pas transparent. Mais donc Undies, c'était pas ta marque, quoi. C'est toi qui l'as créé finalement. Mais j'ai vraiment bossé chez Undies comme si c'était ma marque. Mais c'est un problème, ça. Toute l'énergie. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un moment, tu te dis waouh, j'ai lancé ce machin, ça marche, mais it's not mine. Alors, je suis restée 5 ans en interne chez Undies. Ouais. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvée effectivement
La seule styliste, Undies, il y a quand même 3000 produits par an. 3000. 3 Je 000. précise pour plus tard, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, que Lisa ne va pas bitcher big time sur Undies et sur le fait que ce soit pas sa marque, parce que le groupe qui est autour d'Undies reste quelqu'un qui reste Exactement. autour d'Olivier. J'ai détesté, c'était tous des Et cons. non, Non. mais c'est là où je suis restée en interne et j'ai vraiment bossé comme une folle pour lancer cette marque. Euh, et, euh, et à un moment donné, j'avais vraiment cet esprit entrepreneur. Ça faisait 10 ans que j'étais salariée et j'avais envie de lancer ma propre boîte. Et en partant d'Undies, c'est là où justement, à l'époque, c'était Sébastien Bismuth, le Mhm. président de Célio aujourd'hui, qui rentrait DG et moi je partais parce que je voulais lancer ma boîte. Et c'est là où Laurent Melchior, le président d'Undies, et Sébastien Bismuth m'ont rattrapé en disant ok, bon, comment on va faire Undies sans toi aujourd'hui et du coup, j'ai dit, bah, moi, je peux continuer en externe. Et c'est là où j'ai continué. J'ai monté mon propre atelier de création. J'ai monté une vraie équipe parce qu'on était aussi sur une transition. Ça faisait 5 ans qu'Undies était là. On faisait 50 millions de chiffre d'affaires, mais on avait tellement... 50 millions en 5 ans. Mm. Et on avait tellement d'ambition pour cette marque. On s'est dit, OK, bah, monte ton bureau. Nous, ce qu'on veut, c'est bosser avec toi, peu importe comment, peu importe où. Et moi, entre-temps, j'avais aussi ma deuxième fille, enfin, mon deuxième enfant et ma première fille. Et j'avais envie de me rapprocher aussi de moi parce que quitte à bosser jour et nuit, au moins mes enfants pouvaient passer à m'embrasser en sortant de l'école. Donc je me suis monté un bureau à côté de chez moi où là on a vraiment vécu les grandes années d'Undies et j'ai surtout construit une équipe Et donc là, en de 15 parallèle, tu personnes. crées Livy ou c'était vraiment dans la suite d'Undies à ce J'ai moment-là? fait 5 ans uniquement Ok, Undies. Donc j'ai fait 10 ans uniquement Undies. J'ai des ok. cycles de 5 ans. Et après, j'ai commencé vraiment à me dire, OK, ça va, Undies, c'est sympa. C'était une super aventure. C'était sympa de créer une lingerie d'adolescente. Mais moi, en fait, aujourd'hui, pour qui j'ai envie de travailler pour quelle marque j'ai envie de travailler bah, finalement, il n'y en a aucune. En tant que femme, j'ai envie de porter quoi bah, plus rien me séduit aujourd'hui. Et c'est là où j'ai été voir justement Laurent en lui disant Ok, j'ai un projet, je vais lancer une marque. Donc j'espère que tu me suivras parce que de toute façon, je vais le faire. Et il m'a dit bah, si tu veux, on déjeune ensemble demain. Tu me présentes ton projet. Je lui ai dit tu peux me laisser 10 jours, s'il te plaît Et on s'est vu 10 jours après. Il m'a dit ok, je te suis. Extra. Alors, on va revenir un peu là-dessus, Mm, évidemment. Mais pour comprendre je voudrais comprendre ce que tu as appris sur Undies. Et justement, parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais des appétences business, finalement, aussi. mm. Euh, Chez Undies, de ce que je comprends, tu étais quand même vraiment plus la créatrice en mode design. Tu étais la CEO aussi ou Non, 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 non? non. Il y avait une directrice générale. Euh, bah, j'ai été celle qui a donné une patte à l'ancienne, mais comme tout projet, parce que même si c'était soutenu par le groupe Etam et que c'était une marque du groupe Etam, les budgets étaient quand même plus petits et on était 5-6 dans l'équipe et tout le monde faisait Hmm. tout. Ça veut dire que pratiquement tous les 2 mois, on partait en Asie, développer les collections, négocier les collections. On ouvrait chacun de notre tour un point de vente. Enfin, moi, je suis une fille, mes parents sont commerçants, donc j'ai toujours bossé, ils m'ont forcé à bosser. Aujourd'hui, je regrette pas, mais toutes les vacances, tous les week-ends, Tu euh, vendais? je vendais. Tu faisais un peu... Je faisais du chiffre. Ils vendaient quoi? J'étais bonne à la vente. Ils vendaient quoi? Ils avaient des boutiques multimarques en Bourgogne, Vêtements. de vêtements, de vêtements. Ok. Et Donc, ça te saoulait? bah, c'était Ouais, c'est comme pas ça la en passion. fait. Ouais, C'était c'est même pas tout. négociable. Ouais, ça Et faisait partie du deal familial, ça quoi. faisait partie du deal familial. C'était comme ça. Et aujourd'hui, je fais bosser mes enfants pareil parce que je sais comme ça. Et ma Chut. fille, Il y a des inspecteurs de la... non mais ils bossent. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir aussi la valeur du travail. En tout cas, ça Hmm. c'est quelque chose que m'ont donné mes parents et je trouve que c'était important en tout cas dans la construction. Et alors, t'as quand même un peu, je sais pas comment dire, mais un peu imposé ton nouveau rythme chez Undies à un Mm, moment, mm. enfin, ce que tu voulais. Euh, J'ai pas eu besoin de l'imposer hein, parce que c'était vraiment en mode start-up, on y va, on est tous ensemble, on développe la marque, on s'entraide. Mais C'est comment tu ça te rends aussi. indispensable là-dedans? C'est quoi ton talent caché, ta zone de génie? Où est-ce que tu as... c'est vraiment le design? C'est vraiment la compréhension du marché, de là où les choses vont? Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Bah, déjà, le design, oui, d'apporter quand même un produit différent sur le marché parce que je pense qu'une stratégie de différenciation, ça paye toujours. Donc ça a apporté quelque chose. Et après, j'ai envie de te dire, la motivation, l'engagement, on soulève des montagnes, des choses. Enfin,
rien n'est impossible finalement, même si sur le papier, ça paraît impossible. Donc, même ça, sur Undy, c'est quelque chose qu'on a apporté et l'équipe en place, un travail d'équipe aussi. Hein. Et là-dessus, tu as une sorte de... Comment tu deviens meilleur, notamment sur la première partie que tu évoquais. Tu as une forme d'obsession pour ta concurrence, tout le marché de la lingerie. Bah, Tu moi, sais tout ce déjà, qui passe, tu ressens les choses, tu déjà, je suis pas t'achètes. d'être numéro 2. Ok. Donc, il fallait qu'on soit numéro 1. Ouais. Et oui, il y a une espèce de compète qui s'installe, mais naturelle en fait. On lance le projet, il faut que ça marche. C'est pas une option que ça ne marche pas. Et que ce soit pour moi ou pas pour moi, j'avais envie de lancer quelque chose de fort. Et avec Undies, on a vraiment eu un super succès au moment du lancement. C'était assez exceptionnel. C'était quoi le lancement? C'était un peu avant 2007. 2007. Mm. Là, on est quand même quasi pré-réseaux sociaux, quoi. Facebook, balbutie. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait Ouais. pas de digital et on n'avait pas de réseaux sociaux quand on a lancé Undies. Un lancement réussi en 2007, c'est quoi? C'est des grosses campagnes de pub? Même pas. C'est un bon produit. Undies, c'était vraiment le produit. Ok. Et après, on avait des super bons emplacements. Donc, les gens passaient devant. Ça, c'est et important rentraient. aussi. Ouais, ok. Mais c'est surtout ça, en fait. Parce qu'on n'a même pas lancé de pub, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de site internet, c'était du bouche à oreille. Et surtout, grâce à Etam, on avait des très bons emplacements parce qu'on a transformé certaines boutiques ou en tout cas, ils avaient quand même un vrai savoir-faire de ce business. Mais c'était vraiment le produit. Et le fait d'avoir désexualisé la lingerie pour les jeunes, on n'avait pas de photos. Undies, au début, on avait 0 photo. Vraiment, on a essayé de faire tout l'inverse de ce que faisait le secteur de la lingerie. Okay. Donc, on n'avait pas de photos, donc on n'avait pas de lingerie portée. Donc, on avait des sacs, comme je te disais tout à l'heure. Ça veut dire que tu pouvais te balader avec ta mère, tu n'étais pas face à une paire de seins, une paire de fesses. C'est moins gênant, parce que c'est un peu gênant quand tu es jeune de débarquer. Ouais. Tu vois, la remarque que tu faisais sur ton fils, au début, ça peut être un peu gênant. Donc, sur une marque de teenage, c'était important pour nous de pouvoir dédramatiser ce côté sexy. Rendre le produit comme... Je me suis bien rattrapée sur Livy après. c'est ce que je me disais, ouais. C'est soit une commodité un peu super intéressant. Et je me dis que c'est une perception qui est peut-être mauvaise, je connais pas bien ce secteur, mais mon ressenti, c'est que l'essor d'Etam, Etam est revenu après, c'est-à-dire peut-être qu'il y avait une perte de vitesse d'Etam à ce moment-là. Pour moi, Etam est redevenu glam plutôt dans les années 2010, même peut-être deuxième. En fait, c'était pas vraiment leur philosophie au moment du lancement d'Undies. C'était pas de redorer Etam, c'était de se dire Etam, c'est plutôt le Nutella, l'Evian de la française en général. Et comment apporter quelque chose, une marque complémentaire, comment faire en sorte que le concurrent soit chez soi et pas à côté, et comment apporter quelque chose de différent sur le marché avec un prix plus petit pour justement pouvoir attirer aussi cette consommatrice qui n'a pas toujours beaucoup de pouvoir d'achat quand on est jeune. C'était plutôt ça. Plus que essayer de redorer la marque, c'était plutôt de comment créer quelque chose de complémentaire à Etam. Parce que finalement, c'est un nouveau segment, quoi. T'avais, en effet, je reviens sur Petit Bateau, mais t'as Petit Bateau, Etam, et puis il fallait combler peut-être un vide entre les deux. Comment... En fait, moi, je pars du principe qu'il y a des codes qui existent. À un moment donné, ces codes, quand tout le monde les suit, il faut comment les casser. Donc, avec Undies, on a cassé les codes. Maintenant qu'on les a cassés quelque part, Undies, c'est pratiquement devenu un peu la norme 10 ans après. Donc comment aujourd'hui il faut les recasser, peut-être qu'il faut revenir sur du Petit Bateau ou sur du Calvin Klein, sur quelque chose de plus traditionnel. En tout cas, c'est à un moment donné, quand tu crées quelque chose et que tu as cassé les codes, il faut toujours innover, jamais s'endormir, jamais considérer que c'est acquis. Et pour moi, c'est ça une marque. Et en tout cas, au lancement, on a voulu justement casser des codes pour apporter quelque chose de différent. Nous, les mecs, on est toujours comme des cons avec nos Calvin Klein. Et bon, maintenant, je suis passé au J'ai vraiment essayé. Hein. Non, mais l'homme, j'ai vraiment essayé de faire des choses différentes, mais je les ai jamais lancées. J'ai pas vraiment... avec Undies, on a quand même fait quelque chose de différent sur l'homme. J'ai porté un peu de Undies. C'est au moment où on a porté les imprimés. Alors aujourd'hui, c'est sûr que si le mec débarque avec un caleçon... Qu'est-ce qu'il y a, Clémence ? Elle se marre, elle te dit, raconte ses sous-vêtements, c'est ça ? Merci. On peut en parler si tu veux. Tu racontes des histoires de string ou pas ? Non, j'en ai pas. Ça peut te rassurer. Non, ouais. Moi, récemment, j'ai switché pour le slip français. Il m'a convaincu, Guillaume Gibaud, pas mal avec C'est bien. Avec son aventure. J'adore Guillaume. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en effet, l'exotisme chez les hommes, sur tout ça, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, quoi. Non. T'es mortifié, là. T'as peur que je parte en... Et t'as essayé, tu dis? J'ai essayé. Bah, chez Livy, quand on a lancé notre caleçon, on s'est dit comment on peut rendre la femme sexy, Livy, comment elle voudrait voir cet homme sexy qui va la séduire. Et on a essayé de faire des choses un peu transparentes ou autres. Vraiment, c'était pas réussi. C'était vraiment catastrophique. Non. Ok. J'ai dit non. Okay. On n'y va pas. On le fait pas. C'est pas sexy. Si je puis on me fait permettre, un caleçon noir dans une super belle matière fait, avec un bel élastique. Ce sera vraiment plus réussi. Je vous propose de fermer les yeux une minute, de vous projeter dans un caleçon transparent pour homme, et je pense que vous vous dites mauvaise idée. Avec le tulle transparent, avec le poil qui apparaît, c'était vraiment pas beau du tout, du tout. Ouais, marchement bien. 100%. Ok, on va revenir aux femmes, ce sera plus intéressant. Et quand tu... Pardon, je me remets de ma projection interne, c'était très compliqué. Quand tu décides de créer Livy, est-ce que tu arrives à voir un peu tes points forts et tes points faibles? Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que en 10 ans, sur un lancement, tu vas me le raconter, mais tout a changé. Je veux dire, tu me parles, on n'avait pas de réseaux sociaux, tu me parles... En fait, moi, j'en ai parlé aussi la dernière fois, justement, avec Clara Blockman, qui est dans le groupe Etam aussi, donc, que tu connais bien, j'imagine. On se connaît bien. Et en fait... un lancement, ça se passe plus du tout de la même manière. Le digital est devenu hyper important. Les emplacements restent quand même très importants, j'imagine. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le shift au-delà de ton envie personnelle de lancer tout ça? Alors, le shift après, finalement, que ce soit par les réseaux sociaux, par la presse écrite ou autre, la réalité, c'est comment faire parler de la marque, comment faire du bruit, comment créer du bouche à oreille. Donc c'est sûr que ça aide de le faire avec des réseaux sociaux plutôt que de le faire uniquement avec du physique. Mais la démarche reste quand même assez similaire, finalement. On va plus vite avec les réseaux sociaux parce qu'on peut en parler et on le diffuse plus vite, surtout quand il s'agit d'attaquer l'international. Mais finalement, en France, le lancement reste le même. On invite la presse qui en parle, on invite de l'influence qui en parle. Non, pardon, mais je me dis même, tu vois, je t'entends parler de la presse, ça, pas 10 ans plus tard, parce que ça ne fait que 7-8 ans, mais a quand même déjà beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en 2017, quand tu lances Livy, on est encore dans un monde où c'est bien d'acheter des pages de pub dans un magazine parce qu'ils vont parler de toi. Ça existait, ça? En fait, moi, je pars du principe qu'il faut à peu près tout faire. Tu vois, il ne faut pas faire que du digital, il ne faut pas faire que du physique, il ne faut pas faire que de la presse, il ne faut pas faire que de l'influence. C'est sûr qu'il faut des leaders d'opinion, des KOL qui parlent de toi, mais finalement, d'où elles viennent, peu importe. Tu vois, ce qu'il faut, c'est avoir... KOL, Key Opinion Leader, ok. Ouais. Et du coup, c'est là où il faut avoir des gens qui te suivent et qui parlent de la marque, qui parlent de toi. Il faut avoir des prétextes de communication. Donc c'est sûr que le lancement d'une marque, c'est des prétextes de communication. Mais aujourd'hui, Livy a 7 ans, même 7 ans après, il faut continuer à avoir des prétextes de communication. C'est pour ça que beaucoup font des collabs, beaucoup font... Enfin, même quand on ouvre un point de vente, là on a ouvert rue Cambon, c'est un prétexte de communication. Ça veut dire qu'on fait un défilé, c'est un prétexte de communication. Ça veut dire que c'est de quoi on parle, parce qu'on peut, si on n'a rien à dire, on peut toujours parler très fort, personne nous écoutera, qu'il y ait des réseaux sociaux, qu'on fasse des non, puis même c'est toujours la même chose. À la fin, même une nouvelle marque de lingerie, personne t'attend. Enfin, je veux dire, faut quand même réussir à trouver l'angle qui va faire qu'on va parler de toi. Exactement. Et c'était quoi cet angle alors? Quel est ton produit, quel est ton angle? C'est quoi ton nouveau produit d'ailleurs, ton premier produit? Tu te souviens de ta plus grande fierté du lancement? Mon angle, c'était d'aller vers un sexy, mais pas vulgaire. Okay. Ça veut dire que on peut être sexy et en même temps, je peux être chic. Souvent, le sexy en lingerie est souvent la femme objet, la bouche ouverte et pas très raffinée. Et ça, c'était pas Dior, par exemple, ce que tu avais fait quelques années avant? Non, on était juste pas chic Non, Dior, c'était assez classique quand même. Ok. Dior, c'est quand même plutôt assez classique. On n'a pas été... Dior, c'était pas sexy. Okay. Alors, un petit peu avec Galliano, mais finalement, Dior, c'était pas sexy. Et c'était surtout d'avoir une marque multiple
qui puisse s'adresser, parce que la femme aujourd'hui est multiple. Enfin, je vais pas porter la même lingerie quand je vais à me réveiller le dimanche matin et que je vais aller bruncher avec mes copines, ou si je vais sortir le soir, ou si je suis dans l'intime avec un mec. On porte pas les mêmes choses en fait. Et c'est se dire comment créer une marque qui peut accompagner cette femme moderne des capitales, parce que mon but c'était aussi d'aller direct attaquer d'autres marchés comme les États-Unis. Comment accompagner cette femme moderne des années 2030 et en même temps proposer des produits différents qui lui correspondent avec une patte commune. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et en même temps, comment se dire, si la femme aujourd'hui met de l'argent dans sa lingerie, finalement c'est qu'elle veut le montrer quelque part aussi. Ça veut dire que c'est pas uniquement pour porter dessous son pull l'hiver. Bon, là, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, elle va le montrer. Donc c'était vraiment ça. Et comment utiliser cette expertise de lingerie pour faire d'autres produits. Tout à l'heure, je te parlais des bodys, mais chez moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très, très bien parce que mon produit, il n'y a pas juste SML. Ça veut dire qu'il a 15 tailles et ça veut dire que tu portes ton produit comme ton soutif, mais que tu portes justement à l'extérieur. Et c'est ce mouvement un peu nos bras où je me suis dit comment, justement, si les femmes portent plus de soutien-gorge, elles vont porter quoi ? Bah justement, elles vont porter d'autres produits qui pourront se montrer, qui pourront se porter à l'extérieur. Et comment, justement, transformer ça dès le début. T'as flippé un moment sur ces mouvements ? Il y a un moment où tu dis, il y a le marché qui va s'effondrer. Non, jamais. Mais généralement, j'ai pas peur de grand-chose parce que je me dis que c'est à moi d'être créative et d'essayer d'aller trouver d'autres choses pour pour continuer à séduire le monde. Combien ça coûte de lancer une marque comme Livy ? Beaucoup d'argent. C'est vrai ? Oui, surtout que ma spécialité au début du lancement de Livy, c'était pas forcément la gestion, c'était vraiment de se dire comment je lance une marque, comment j'arrive à faire quelque chose artistiquement de beau, comment le montrer le plus possible, toujours en étant malin. Mais du coup, je pense qu'on a peut-être un peu trop dépensé dans la marque et j'aurais dû peut-être me concentrer un peu plus sur de la gestion, chose que j'ai redressée là depuis quelques années et surtout depuis le Covid, et avec l'arrivée aussi de ma DG. Mais oui, c'était quelque chose vraiment sur lequel je me suis peut-être trop concentrée sur la marque et pas assez sur comment on peut aller gagner un peu plus d'argent. C'est un peu le reproche de mes associés. Donc c'est vrai que dans mes associés, on a Laurent Melchior, j'ai Dan Arroas aussi, que tu connais, que tu as dû déjà interroger. Non, je ne l'ai pas reçu, mais je connais. Oui. Et après, j'ai d'autres sleeping partners qui ont été là. Et en tout cas, c'est surtout Laurent et Dan qui ont été là au tout début du lancement de la marque. Et donc, vous faites tu fais une levée comme une start-up en fait, oui. pour créer ça. Généralement, dans l'univers des startups, tu investis en te disant, notamment, tu parles de scalabilité, quoi. Tu te dis, en fait, j'ai investi dans notamment, ce qu'on aime dans les startups, c'est un software. Tu te dis, une fois que j'ai créé le software, le client additionnel, il ne me coûte pas, j'ai pas de matières premières, j'ai pas d'expédition, j'ai pas de SAV, enfin un peu de SAV éventuellement. Tu as du suivi client pour les faire consommer un peu plus, c'est certain qu'ils utilisent, mais ce que tu appelles du customer success, tu vois un peu. Dans des on appelle ça les biens de consommation, les consumer goods, c'est moins scalable, mais à la fois, toi, tu lèves auprès de gens qui connaissent cet univers, c'est ça. Et pas forcément, je sais pas si tu discloses ça, mais il faut lever combien et sur quel valo? Comment ça se passe dans ces univers? Je connais pas. Alors, au début, déjà, vu qu'on avait fait quand même un succès avec Etam, avec Laurent sur Undies, quand je lui ai dit, voilà, pour Etam, c'était intéressant aussi d'investir dans un projet d'une marque plus haut de gamme. Donc il m'a dit ok, on y va, on te suit, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait un autre partenaire un peu extérieur, surtout sur le luxe. À l'époque c'était le luxe accessible, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train de tomber un peu plus. C'est pour ça que Dan Arroas aussi, c'est là l'entrepreneur qui finalement, Laurent il a parié sur moi, mais on a quand même fait succès ensemble. Dan Arroas a parié sur moi sur une page blanche et nous a dit ok, j'y vais avec vous. Donc on était vraiment tous les trois au début. Lui, il a plusieurs marques, hein, Dan. Il avait notamment Bash, je me trompe? Oui, ils étaient trois sur Bash, Barbara, Sharon et Dan. C'était le développeur financier de Bash. C'est intéressant, c'est smart aussi de la part de Laurent Melchior de dire ça, parce que c'est peut-être moins, j'allais dire incestueux, mais tu vois, trop une marque, finalement, tu fais rentrer quelqu'un d'extérieur, ça vous challenge tous de créer quelque chose de... Carrément, c'est bien d'être à trois aussi. Donc, Et
y a pas un moment, tu crois, qu'il aurait pu se dire, non, mais elle est sympa, mais moi, j'ai pas besoin d'elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est fou que tu te sois rendu Hmm. aussi indispensable. Oui, je sais pas. C'est bien, bravo. Non, Bah, non. j'ai pas besoin d'elle. En J'essaie. même temps, j'ai envie de te dire, Il aujourd'hui, en aurait pu dire, bah lingerie, vas-y, chérie, va lancer ta marque, super, tu vois. ouais, va lancer ta marque, super. De toute façon, il me connaît, il sait que je l'aurais lancé de toute façon, donc il préférait faire partie de l'aventure. Tu sais, on a été aussi approché à un moment donné par Victoria's Secret. Ouais. Et c'est là aussi où, quelque part, j'aurais aimé peut-être partir avec eux et le développer à puissance 1000 par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et finalement, Laurent n'a pas lâché l'affaire et a voulu absolument me garder dans l'histoire. Et ça prouve aussi que voilà, je suis quand même importante sur la marque. Et, mais c'était une belle aventure quand même ce qu'on a fait avec eux. Mais ça, Mais elle vient d'où cette assurance que tu as là quand tu me dis je l'aurais fait, il le savait, etc. Et tout ce truc que tu as posé, tu es arrivé à 26 ans, tu sais? tu me trouves trop sûre de moi. Non, au contraire, je trouve ça génial. Alors, je Je trouve fasse que. attention, peut-être. Non, 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 surtout pas. Je trouve pas du tout. Je te trouve très à la fois Écoute, humble mais sûr de tes bases. Non, bah, non, je trouve ça très en bien. même temps, Je- j'ai pas dit prétentieuse, j'ai dit hmm, assurante. C'est très. en même temps, déjà, j'avance assez finalement sans filer, tu vois. C'est pas une option de pas y arriver. Alors après, il y a 1000 moyens d'y arriver. Et y arriver, ça veut dire quoi? Hmm. Mais voilà, j'ai des gens qui ont mis de l'argent sur ma marque, sur moi. C'est même pas en rêve que je n'y arrive pas, quoi, et que je Hmm. leur rende pas ce qu'ils ont donné. Et on a eu des moments difficiles, et on a eu 2 ans de Covid. Au lancement d'une marque, c'est pas évident non plus, avec quand même des gros investissements au début. Mais malgré ça, je sais qu'on y arrivera. Le Covid, c'était pas bon? Bah, Parce que ça a été difficile. toi, tu vendais pas tant que ça en ligne? Parce que tous les e-commerçants ont explosé Oui, pendant mais les. en ligne, en tout cas chez nous, c'est très promophile. Donc Hmm. oui, on a fait de la promo parce qu'on a dû s'en sortir à un moment donné pendant le Covid. Mais finalement, c'était pas. Enfin, l'avantage du Covid, c'est par rapport à ce qu'on s'était écrit. On a gagné 2 ans de notoriété. Hmm. Ça nous a permis de gagner du temps parce qu'on sait que c'est finalement, moi qui croyais qu'en 3 ans, j'allais être déjà aux États-Unis et à travers le monde, le fait d'avoir eu le Covid nous a permis de gagner de 2 ans de notoriété où on a pris un peu plus le temps pour le faire. Et je pense que ça nous a aidé ça nous a aidé. Mais ouais, non, c'était plus dur. Si on n'a pas eu le Covid, je pense on aurait quand même gagné un peu de temps. T'es en retard là, en fait, c'est ça que je lis entre les Je lignes. suis toujours en retard. Je voudrais toujours être plus loin. Je voudrais... Parce que par rapport à Undy, c'est pas aussi rapide, par exemple. Alors, c'est pas du tout le même projet. Bah, c'est moins populaire quelque Ouais, part. c'est Donc moins ça peut sembler. populaire. Ça n'a rien à voir. Mais Tu sais, non, j'étais pas prêt, moi. J'étais pas prêt à. Moi, je trouvais que tu cartonnais. Mais bon, oui, c'est toi qui es trop. T'en veux peut-être trop, mais j'étais pas. Je m'attendais pas à ça. moi, je C'est voudrais marrant. avoir développé plus de marchés là. Ok. Par rapport à Undies, c'est une marque qui aujourd'hui est très présente en France parce qu'il y a un gros potentiel justement sur son pays d'origine. C'est toujours facile de développer son pays d'origine. Moi, Livy, là, j'ai une 30aine de points de vente, dont 18 en France. Bon, à un moment donné, en France, j'en aurais pas plus, quoi. Enfin, j'aurais vite fait le tour. Donc aujourd'hui, si je vais y arriver, il faut que j'attaque d'autres marchés. Donc là, je suis en train d'attaquer l'Europe. Mais demain, mon ambition, c'est surtout d'attaquer les États-Unis. Sachant que j'ai perçu ça tout à l'heure, il y a quand même de Pas nouveaux. d'attaquer, je ne vais pas les attaquer, mais Ok, méfie-toi en ce d'y aller, moment. En d'y ce aller moment, en faut tout cas. éviter les mots comme ça. Non, ce que j'ai compris tout à l'heure dans ce que tu disais, c'est que il y a de plus en plus de marques qui, en fait, qu'est-ce que j'avais eu? C'était Juliette Lévy, que tu connais peut-être de Oh My Crime. Je la connais pas personnellement, mais je l'ai beaucoup écoutée aussi. Qui disait sur Génération Liturcell, finalement, elle attaque des grandes villes, enfin, où elle se lance dans des grandes villes, mais la femme, ou en tout cas sa cliente plutôt, parce que ce sont des femmes plutôt, est souvent plus proche entre Paris, Lisbonne, Oslo et Stockholm que potentiellement sur des villes, des petites villes et moyennes villes de régions en France, quoi, C'est certain. sur lesquelles on va avoir d'autres marques qui se positionnent d'ailleurs. Et ça, aujourd'hui, en revanche, ça a un coût parce qu'à chaque fois que tu te lances dans un nouveau pays, tu as nouvelle langue, nouvelle devise, nouvelles influenceuses, il faut un agent. Comment tu lances un nouveau pays? Alors non, alors
T'arrives avec Nous, tes valises. Puis... Et c'est un peu ça, justement, où j'ai été un peu vite parfois, parce que moi, je voulais aller partout. Donc, du coup, j'ai ouvert à Londres, j'ai ouvert en Italie, j'ai ouvert partout. Bon, du coup, maintenant, on se stabilise. Ça veut dire que Londres, on a ouvert à Londres et on a eu cette chance, ça a très bien marché tout de suite. Donc, on a une boutique sur Marylebone High Street. On est chez Harrods. On est le numéro 1 chez Harrods aujourd'hui. Numéro 1. Ouais, en lingerie. Okay. Enfin, oui, évidemment, sur mais notre espace lingerie énorme. en retail, donc c'est super. Donc c'est un pays qui n'est pas le nôtre. Donc c'est sûr, quand on attaque un pays, nous, aujourd'hui, là, on a appris, on ouvre une boutique, on ouvre un grand magasin, et après, on met du budget sur le digital pour se développer là-bas, et on commence à faire du marketing sur le pays. Et là, aujourd'hui, on cherche un nom de point de vente, on va ouvrir chez Selfridges. Enfin, d'ailleurs, on a ouvert chez Selfridges la semaine dernière. Et du coup, ça permet de quadriller, en tout cas, un pays, en tout cas, une ville, et de pouvoir développer la marque. Par exemple, je prends l'Angleterre, tu fais Londres pour l'instant, tu veux quand même faire Manchester Non, l'Angleterre, on fera que Londres. Mais Okay. par exemple, là, on va ouvrir en Italie. On est déjà à la Rinascente à Milan. Okay. Et on a cette marque La Perla qui n'existe plus aujourd'hui. Ah Donc bon on a une... Je savais pas. La Perla a fermé. Okay, la Perla a fermé. Et du coup, quand on va à la Rinascente à Milan et que du coup on reprend quelque part cette place d'une clientèle latine qui culturellement adore la lingerie, là on va ouvrir une boutique à Milan, on va ouvrir une boutique à Rome, on aimerait ouvrir une boutique à Capri ou en tout cas en Sicile, Sardaigne. C'est vrai que l'Italie, il y a plus de potentiel pour nous de se développer. Et après on rouvre la Rinascente aussi à Rome et à Turin. Donc là l'Italie pour nous c'est... On a fait un investissement en testant par un grand magasin. On a vu que ça marchait bien, qu'il y avait vraiment de place à prendre. Maintenant, on veut vraiment le développer. Et tu arrives, donc cette femme, cross-border, à l'international, comme ça, elles ont quand même les mêmes goûts. Je veux dire, il y a des grosses différences où il y a une jeune femme moderne qui est la même... alors j'allais dire de Dubaï, d'ailleurs, tu m'expliqueras comment ça fonctionne dans ce genre d'endroit, à Los Angeles. Alors, on a cette chance d'avoir une clientèle internationale. D'ailleurs, on la connaît de mieux en mieux. Là, par exemple, on a ouvert à Courchevel. Donc, on avait vraiment une clientèle internationale qui aime la marque. Et quand on va dans un pays, on reste qui on est. Et c'est elle, au même titre que quand on a lancé Livy en France, c'est elle qui s'approprie la marque. C'est cette French touch qu'elle adore, surtout ce côté un peu sexy à la française. Et on n'a pas d'adaptation. Maintenant, je te dis pas que quand j'irai en Asie, qui est mon coup d'après dans 5 ans, parce que là, avant l'Asie, je voudrais développer les États-Unis, j'aurai certainement beaucoup plus d'adaptation. Déjà culturellement, ils sont pas prêts de montrer leur dessous, quoi, qu'ils vont certainement y venir à un moment donné. Mais ce sera plus difficile que d'attaquer New York, Los Angeles ou Miami. Oui, puisque tu vois avec beaucoup de e-commerçants, c'est quand même... tu proposes pas en Chine ou au Japon une jeune femme caucasienne pour vendre des sous-vêtements, quoi. Il faut quand même un peu Et même en termes de morphologie, c'est différent. Alors, autant on peut se dire qu'à New York, à Los Angeles... Et pour avoir fait le test justement avec Victoria's Secret, c'est les mêmes tailles, les mêmes morphologies, les mêmes envies. Et elles aiment ce côté French touch. Même si en Asie, elles aiment ce côté French touch, culturellement, la zone sexy n'est pas la même que la nôtre. Par exemple, la nuque, c'est très sexy chez eux, alors que nous, la poitrine va être quelque chose de sexy. Et en termes de taille, ça n'a rien à voir. Donc il y a une énorme adaptation sur le produit à apporter aussi. Les US pour ouvrir... T'as 0 boutique aux US pour l'instant ? On est en wholesale. En B2B d'accord. avec Bergdorf. On est en train de le développer en B2B, mais on n'a pas encore de boutique. Et c'est compliqué ? Non. Je ne l'ai pas encore fait, mais je ne suis pas sûre que ce soit plus compliqué que l'Angleterre avec le Brexit, mais on va voir. D'accord. J'aime bien le... Non, voilà, on verra, mais non. Verra. Mais vaut mieux se dire non et puis essayer que de se dire ouais, c'est impossible, la face nord, quoi. J'essaye de pas me dire que c'est la gestion ou la logistique qui va faire la stratégie de ma boîte. Parce que sinon, il faut arrêter tout de suite, quoi. C'est à un moment donné,
voilà, on prend un sujet, on va le dérouler et on va y arriver. Et il y a des services, j'ai découvert ça comme pour Globally, pour pas les mentionner, ou Oui, des trucs qui te on est permettent de avec livrer, Globaline. qui te permettent de livrer dans le monde entier, c'est Oui, ça? oui. Donc en fait, ça veut dire que ta boutique, c'est quoi, avec un peu d'IA, il te la transforme en Alors, toutes tu les parles langues. de... Alors, c'est pour le digital. Pour le digital, ouais, Oui, c'est ça. Ils te mettent toutes les langues, toutes les devises, toutes les taxes, tout ce que tu veux, et ils ship oui. comme ça. Ça fonctionne, ça? Oui, ça fonctionne bien. Ça coûte de l'argent. À un moment donné, quand tu te développes de plus en plus dans un pays, tu as envie de le reprendre en interne. Ouais. Mais en tout cas, pour démarrer, ça fonctionne très bien. Ça coûte combien? Alors là, c'est un Vaguement, pourcentage du chiffre d'affaires. c'est genre 10%, 15%, ou c'est... Non, c'est un peu moins quand même, Ok. mais c'est Le digital, c'est combien de ton chiffre d'affaires aujourd'hui? 18%. Ah ouais, j'aurais dit plus. Ouais, Mm. ouais, à la fois, t'as beaucoup de boutiques quand même, ouais. Ouais, j'ai beaucoup de boutiques. Et après, en fait, là, on a fait un virage où la marque est quand même montée un peu plus en gamme. Et finalement, le digital, elles ont quand même envie de venir en magasin. Ouais. Et c'est vrai que nous, si elles sont en magasin, quand on a la cliente qui est là, on va leur faire, on peut faire des très très gros tickets. Sur le digital, c'est moins important. C'est quoi le panier moyen chez toi? 550 euros. 550. 550, t'as Mais deux... à Courchevel, c'est plus du double. J'imagine. Ou à Saint-Tropez, Cannes. Oui, mais Là, on est en train d'ouvrir Monaco. à Courchevel, Saint-Tropez, Cannes, Monaco aussi probablement, c'est plus du double, mais moins de la moitié de l'année. Parce que j'imagine qu'à Courchevel, Cannes, c'est toute l'année. c'est toute l'année, ouais. Cannes, c'est toute l'année. Monaco n'a pas encore ouvert, mais de ce qu'on a étudié, c'est toute l'année aussi. Saint-Tropez prend le relais de Courchevel. Ouais. À un moment donné, le Tu staff. fermes l'une et tu Oui. ouvres l'autre, ok. Donc ça, tout le monde fait ça. Hein. Donc, Ok, je savais pas. Et après, à Rhodes, c'est plus du double aussi. Et c'est toute l'année. Et sur toutes tes boutiques, t'es rentable. Il y en a pas qui sont, enfin, je sais pas. Alors d'ailleurs, j'ai peut-être fermé pas. celles qui n'étaient pas Ouais. rentables. Parce que Courchevel, Saint-Tropez, ça doit être affreusement cher, les loyers, les trucs. Oui, mais au final, tu fais quand même. Ok. Ça reste très intéressant. C'est quoi le secret d'une bonne boutique? C'est l'emplacement? Alors, le secret d'une bonne boutique, c'est déjà d'avoir sa clientèle. Ouais. Et c'est là où on s'est un peu trompé au début, parce que tu peux avoir le meilleur emplacement. Par exemple, moi, j'ai fermé ma boutique de Parly. Ok. Près de Versailles. Voilà. ok. J'avais un top emplacement, mais j'avais pas ma clientèle. Donc c'est un centre commercial énorme, c'est ça, Ouais. gros volume. Luxe accessible, Qui était- mais pas luxe. Et moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche des marques de luxe, d'LVMH, de Kering, que des marques de luxe accessible. Ma clientèle, elle est plus luxe que ce qu'on imaginait au début. Parce que la lingerie reste quand même un accessoire de luxe. Ça veut dire que, comme la lunette de soleil ou le parfum des très grandes marques. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est plutôt être dans un environnement luxe, d'avoir un bon emplacement, certes, dans cet environnement-là, et d'avoir une équipe exceptionnelle. Alors je vais revenir sur l'équipe parce que c'est évident. Et ça, vraiment, je vois à Courchevel, j'avais pas le meilleur emplacement, mais j'avais une équipe super qui a vraiment véhiculé la marque dans toute la station, d'avoir fait une com et d'apporter de l'émotion, parce qu'une marque aujourd'hui, c'est une émotion, et qui ont su être des très belles ambassadrices dans la station. Et pour la première saison, on a explosé. Et je ne sais pas si tu as vu notre petite vidéo sur Courchevel. C'est sûr que j'ai vu ta petite vidéo sur Courchevel. C'est ça, c'est avant tout ça, le succès d'une boutique, c'est tout le 360 qu'il y a autour. Ouais, elle a cartonné. Elle skiffe vachement bien, là. Les deux. Les deux. Les deux. On en a fait 2. Ah d'accord. Et les deux, mais elles sont mannequins ou championnes de ski, faut m'expliquer. Alors la première qui nous a dit ce qu'on cherchait à mettre de la lingerie pour pouvoir faire notre lancement sur les pistes. Et on a notre Inès, qui est une de nos mannequins qui travaille avec nous depuis longtemps. C'est la première. Ah, c'est la brune. Qui est née en Suisse et qui skie extrêmement bien. Oui, c'est la brune. Et du coup, elle nous a dit, je vous le fais si vous voulez. Et du coup, elle nous a fait cette petite vidéo. Mais ça, c'est même elle qui l'a montée. Arrête. Ouais. On l'adore. Et aujourd'hui, c'est ce crew qu'on est en train de constituer avec des gens qui adorent la marque. C'est celle que j'avais vue. Elle est sublime. Et à la suite de ça, Léa, qui est une championne de ski, nous a fait aussi des figures. C'est dément parce que on avait un peu parlé de ça, en effet, avec plusieurs personnes, mais donc Clara, parce que moi, je me souviens avoir, dans ma vie passée, accompagné des marques, notamment dans du B2C, des univers de mode, à essayer de leur dire qu'il faut produire plus
de contenu pour les réseaux sociaux. Mais là, tu es vraiment sur l'état de l'art, quoi. Tu es vraiment sur quelque chose où finalement, tu as une vidéo qui te coûte pas grand-chose. Tu la payes, elle, quand même, à la fin. Alors oui, alors là, je saurais même pas te donner Ouais. les détails, mais à peine, quoi. En tout cas, Et en fait, le fait qu'elle skie bien et que vous ayez bien ouais, puis préparé. surtout c'est frais. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire de la marque. Ça veut dire que c'est authentique, c'est frais, c'est quelqu'un de notre crew qu'on adore, avec qui on bosse tout le temps, qui skie super bien parce que c'est aussi dans l'exigence, avec une musique sympa. Et la vidéo est lancée, quoi. Et c'était ouais, non, c'est et ça, tout le monde m'en a parlé. Hmm. Et la deuxième, oh waouh, j'avais pas vu le backflip. Bah oui. Oh waouh, j'étais pas prêt. Non, t'étais pas prêt. Ah ouais, ok. Faut toujours plus loin. On essaye toujours d'aller. J'ai failli faire une crise cardiaque. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis demandé s'il y avait un stunt là, un cascadeur. Non, c'est Non. elle. T'es prêt pour demain? Incroyable. Ouais, Lisa me chauffe pas. Me chauffe pas. Attention, c'est moi de faire ski en caleçon. Non, je me disais que tu voulais me chauffer sur un backflip, mais non, le caleçon Livy transparent, je suis pas prêt. Les deux. Euh, c'est extra, j'adore en effet ces moments super frais. Alors tout ça, ça fait, tu me dis, le périmètre de Livy, c'est combien de personnes? 120, tu m'as dit tout à l'heure? 120. Combien de boutiques? Combien de pièces? Combien de... Alors aujourd'hui, on a 30 points de vente, Ouais. une trentaine de points de vente, 28, mais là on ouvre à Marbella là, après-demain et on ouvre Nice très vite après. Donc une trentaine de boutiques. Un peu, enfin plutôt en Europe, France et Europe. On a dans les circuits de distribution, on a du B2B, on a du digital, on a du retail bien sûr. Et moi le retail c'est très important pour moi. Et après on a 120 personnes avec toutes les filles, tout le staff de magasin, une trentaine de personnes au siège. 120 000 pièces qui sont sorties de l'entrepôt l'année dernière. Voilà, quoi te dire de plus avec une marque qui a gagné de l'argent avec un EBITDA qui a été positif l'année dernière à l'équilibre en 2023 avec une levée que je viens de faire là en décembre dernier avec mes actionnaires actuels. On a fait rentrer personne de l'extérieur, mais là j'ai levé et je suis très contente de ce qu'on a fait pour justement sur les 3-4 années à venir pour pouvoir vraiment se développer comme j'en rêvais. Donc non, Livy va bien et je crois qu'on fait partie des marques là qui se portent très bien en ce moment. Donc non, il n'y a plus qu'à continuer à donner de l'émotion parce que je crois qu'une marque, c'est avant tout ça. Quand on parle du marketing, certes, c'est une marque qui est bien née, avec un bel ADN. Donc j'ai investi pas mal là-dedans. Donc c'était pour moi important en tout cas. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le développement, sur le people aussi, hein, qui est très important. Manager 120 femmes au quotidien, c'est pas mal aussi, hein, finalement. S'il y avait 120... Non, mais je ne sais pas ce que ça donnerait. La question qui tue, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile? Il faut quand même manager les actionnaires aussi de temps en temps. Mais... Je la poserai pas à un homme, ça passerait non, beaucoup moins bien. Pas. C'est ça qui est fou parce qu'en plus je suis en train de dire un truc horrible parce que finalement j'adore bosser. Enfin, j'adore bosser avec mes partenaires, j'adore bosser aussi avec mes équipes. Et je dis ça, mais je viens de recruter un directeur du digital et c'est un homme. Je viens de recruter un architecte et c'est un homme. Et on a quelqu'un sur le wholesale et ceci un homme. Donc j'ai 3 nouvelles personnes qui viennent de rentrer en moins d'un mois. Voilà, je suis en train de shifter. Les gars, si vous voulez bosser chez Lisa, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est parti. On ouvre des jobs. En fait, c'est juste que c'est plus difficile quand même. Enfin, en boutique, c'est pas possible. Mais sinon, sur les autres services, il n'y a pas de problème, quoi. Après, c'est dans l'endurance, quoi. Parce que vu qu'on est très endurant chez Livy, il faut que les mecs tiennent la route. Et le rythme. Je sais pas ce qu'elle sous-entend là, mais je le prends pas pour moi. Non. 15 millions de chiffre d'affaires à peu près? On a fait 15 millions hors taxes en 2024. 16 millions hors taxes en 2024. 16 millions, ça c'est en fait, tu as ton prix, donc hors taxe, ouais, c'est ton prix. Il y a un mélange là-dedans de ce que tu vends sur ton site internet plein pot et dans tes boutiques. Est-ce que tu vends en retail? J'ai pas beaucoup de marques au final. Ok. Mais ton retailer, tu lui vends c'est toujours les deux. C'est pas 2,5 ?
C'est toujours 2,5 le prix à peu près? Oui, Ouais. 2,4. 2,4. Ok. Donc ça veut dire, pardon pour ceux qui nous écoutent, que quand tu vends par exemple un produit à un retailer Oui. à 50 euros, tu vas faire, j'aurais peut-être dû prendre 100 parce que c'était plus simple, 240 pour le prix de vente, ça fait 120 à 50 euros, mais pour le prix de vente TTC. Donc, ok. Après, on vend plus cher à l'étranger. Ouais. Donc le markup est plus élevé pour l'étranger. Après, il y a plus de taxes, il y a plus de choses aussi. C'est un atout. La lingerie, c'est resté quelque chose de français dans le monde entier. Où il y a les Italiens, les Espagnols, les Américains un peu. Ou... Alors, Ouais, il y a quand même, pardon, Victoria's Secret. Mais, ouais, il y a Victoria's Secret. c'est le plus gros? La- Pardon, je te coupe. oui, Ouais. c'est le plus gros acteur. C'était à l'époque 13 milliards, Victoria's Secret. Wow. Enfin, le groupe Victoria's Ok. Secret, c'était 13 milliards et Victoria, ça devait être 8 milliards. Hmm. C'est le plus gros. Aujourd'hui, il y a un deuxième très gros groupe qui est le groupe Calzedonia, Ouais. avec, voilà, Qui est donc qui est un Italien, italien, avec 3 qui est milliards. indépendant. Ok. Ouais, c'est des, Et un Tam, mec super. c'est dans la. J'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer tous ces grands fondateurs Ouais. de lingerie, que ce soit le papa de Laurent, hein, Pierre Milchior, qui est un homme extraordinaire aussi, Sandro Veronesi, qui est le groupe Calzedonia, et Les Wexner, avec qui on avait fait le partenariat sur Victoria's Secret. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, c'était une chance énorme de pouvoir m'inspirer, de m'inspirer, même au quotidien encore aujourd'hui, hein, de tous ces temples de la lingerie, chacun avec sa culture et sa façon d'animer justement leur boîte. Mais pour répondre à ta question sur la lingerie, est-ce que c'est français? C'est différent en fait. Et la lingerie sexy, c'est vrai que ça c'est français. Même si on regarde l'histoire, les Français ont lancé la lingerie, mais initialement, c'est les femmes qui portaient la lingerie, c'est les femmes qui avaient de l'argent, qui allaient voir des corsetières et qui leur faisaient leur lingerie sur mesure. Les Américains, eux, ont apporté la production de lingerie. Hmm. Et les Américains, c'est beaucoup plus de la micro, c'est beaucoup plus des choses beaucoup plus sportives. Ça n'a rien à voir. C'est plus ce qu'on appelle de l'underwear que de la lingerie. Oui, c'est Ce qu'on comme ça que appelle je le dis. vraiment de la lingerie sexy, sensuelle, comme moi je l'entends, c'est très français. Mais Victoria's Secret, tu serais pas content de t'entendre dire qu'ils font de l'underwear et pas de la lingerie sexy. Peut-être. C'est Mais leur si tu problème. regardes le produit, si tu regardes, effectivement, ils ont des défilés assez sulfureux, mais le produit en lui-même, c'est des cups, c'est pas transparent. Les Américains, c'est là où on galère puritain, quand on parle ouais. justement de marketing sur Meta ou autre. Moi, je suis shadowban toutes les semaines. Ils sont comme mon fils. Ils sont comme ton fils, sont talibans. la transparence, tu vois, faut pas avoir un téton. Est-ce que moi j'aime dans la lingerie, est-ce que je trouve hyper sexy, c'est ce côté un peu transparent. Donc oui, c'est aussi une autre façon de faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, je regarde ton Insta et en effet, il n'y a pas. On voit que c'est fait. On en met un peu, mais dès qu'on en met un peu trop, on est shadowbanné direct. Donc, Shadowbanné. Shadowbanné, ça veut dire que vous pouvez tous vos ça veut posts. dire qu'on est considéré comme un site porno et que du coup, notre site disparaît des réseaux. Non, ban complètement. Parce que Shadow, ça veut dire souvent que, en fait, ils te distribuent plus tes posts. Donc, ils distribuent plus mes posts, mais on a eu à un moment donné, on a complètement disparu. Alors après, on a fait du nettoyage et on est revenu. Et maintenant, on devient des bons élèves. C'est énervant, ça, un peu, Ouais, de devoir c'est hyper énervant. se plier aux règles. C'est énervant. J'avoue. Surtout que tu dis pour communiquer, on se plie à des règles américaines pour communiquer à des clientes françaises, par exemple. Ou Ouais, dans surtout pays. que la règle sur la photo, alors j'ai le droit de mettre 3 doigts dans ma culotte, mais j'ai pas le droit d'en mettre un, ou inversement. Enfin, c'est tout des règles qui les robots repèrent et des fois c'est incohérent aussi, quoi. C'est vrai que c'est toujours des robots en plus, souvent derrière, revérifier derrière, mais de temps en temps, t'es ban parce qu'un robot automatiquement a décidé que. Et puis alors, pour t'enlever de ça, c'est un enfer. Du coup, t'as décidé de bosser avec l'ancienne patronne d'Instagram. Exactement. Comme ça, on embrasse Julie qui t'a rejoint, Julie Pellet, récemment. Oui. Tu me parlais de Calzedonia. Ma perception, c'est quand même c'est assez sexy aussi, non? C'est même. Alors, Intimissimi. Intimissimi, pardon. Ah oui, pardon. Oui, Calzedonia, c'est autre chose. C'est le groupe Calzedonia, mais c'est réparti. Ouais. Oui, Calzedonia, Intimissimi, c'est plus traditionnel quand même. Ouais. Ouais, je suis en train de regarder. Oui, c'est beaucoup plus traditionnel que Livy, en tout cas.
Et tout cela, je les vois notamment beaucoup en affichage, j'ai l'impression. Oui. Beaucoup de campagnes tous les ans à l'approche de Bah, c'est l'été. toujours bien, de toute façon. Enfin, moi, aujourd'hui, je n'en fais pas encore parce que j'ai pas de budget, mais j'ai habillé des bus aussi Ça avec. coûte cher l'affichage encore? Ah oui, il y a des frais techniques, mais Ouais, c'est toujours des frais. De toute façon, si tu veux faire l'affichage au bon moment, alors quand on t'appelle 15 jours avant parce qu'il y a un espace libre, t'es pas prêt. bah, on pourrait être prêt, mais en tout cas, on l'a jamais fait. Ce qui coûte cher aussi, c'est tous les droits des mannequins que tu n'as pas forcément prévu. Enfin, tu as les options à chaque fois, mais qu'il faut activer quand tu fais de l'affichage. En tout cas, aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore pu me le permettre, quoi. Donc l'année dernière, tu étais rentable. Et L'année dernière, j'ai gagné de l'argent. Oui, c'est ça, tu étais rentable, donc, et tu as décidé de lever quand même. Parce que tu veux appuyer fort sur l'accélérateur, c'est ça? Ah bah oui. Et t'es passé, si je me trompe pas, de majoritaire à minoritaire? Alors, Non. quand on s'est lancé avec Etam, on était équivalent. Mhm. Et là, aujourd'hui, vu que ce sont tous mes actionnaires actuels qui auront investi, si jamais j'arrive et de toute façon je vais y arriver, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, j'ai une solution pour me reluer et rester. Mais de toute façon, oui, Etam a pris la plus grosse part du capital. Ok, donc tu as fait un peu comme Elon Musk. Tu sais qu'il avait un truc, je sais pas si tu avais lu, il avait un truc. Alors c'était sur la valo, ça peut pas être pareil chez toi, mais de mémoire, c'était sur la valo de son cours. S'il passait les 100 milliards de valo pendant X mois d'affilée ou X. Voilà, je dis une connerie, il faudra vérifier dans les chiffres exacts, mais il reprenait genre 20% du capital. Enfin, un truc totalement J'aimerais aberrant. bien faire comme Elon Musk. Et donc, il a réussi, et donc il s'est envoyé dans l'espace à ce moment-là, sans mauvais jeu de mots, en tout cas sur Tesla. Et ça, c'est pas toi qui a voulu créer ta marque, etc., te retrouver un peu peut-être... Écoute, moi, je suis très contente d'avoir des partenaires. Lancer l'aventure seule, j'aurais pas aimé le faire. Toute seule, commencer, aller vendre à droite, à gauche. J'étais contente de démarrer avec des partenaires solides. Alors même si on se dispute, on sait bien se disputer, on sait bien se réconcilier quand on n'est pas d'accord, on a tous... voilà, et je trouve ça important de se disputer. Ça veut dire que tout le monde ose dire les choses. Sur quoi vous disputez? Sur plein de choses. Vas-y, balance-nous une petite dispute. Non, je sais pas. Non, mais intéressant. Par exemple, au début, on n'était pas d'accord parce que moi, je trouve que le sexy, c'est quelque chose qui fait vendre. Je trouve que... Et eux avaient très peur de ce côté sexy. L'œil de l'homme était différent. Par exemple, sur la barrière du sexy, on n'était pas vraiment alignés. Eux trouvaient que j'étais beaucoup trop sexy et moi, j'ai toujours envie d'aller toujours plus loin. Là, par exemple, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas toujours été d'accord. C'est vrai que c'est très sexy quand tu vas sur livy.com. Oui, mais c'est sexy mais chic. Ouais. Mais je suis d'accord. Jamais la limite de la vulgarité. Mais je suis d'accord, c'est sexy mais chic. Les femmes sont belles. Est-ce que je me trompe si pardon. Elles ont confiance en elles. Est-ce que je me trompe si je me dis que ça va être sexisme carrément ce que je vais dire, mais sexiste, pardon, mais si que une femme peut faire ça. Est-ce qu'un homme, enfin, justement, ça reste sexy mais chic et juste à la limite, et un homme, quelque part, même dans son œil, même si le fait qu'on le sache, ça... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si un homme était à ma place... Ouais, ça pourrait pas marcher autant. Écoute, par exemple, je prends beaucoup de photographes enfin, des hommes, parce que j'aime bien aussi avoir leur regard sur la photo. Et ça marche, tu vois, et ils me font des très belles photos qui sont assez sexy, et je trouve ça cool aussi, je trouve ça très cool. Après, oui, malheureusement, on vit dans un monde où on se méfie de tout, mais tout le monde n'est pas non plus mauvais, et heureusement, tu vois, et peut-être qu'un homme pourrait savoir rester à sa place et faire des choses aussi très sexy, tu vois. Moi, je suis vraiment pas du tout contre les hommes. Au contraire, je pense qu'on a besoin des hommes. Non, mais c'est vrai. Oui, ça marche mieux le monde. Ouais, ça marche mieux le monde. Je pense qu'on peut tous cohabiter. Et au même titre qu'il y a des femmes qui font voilà, des choses certainement pas bien. Il y a des mecs qui ont dépassé des limites qu'ils n'auraient pas dû. Et vraiment, ceci, je suis pas pour, mais en revanche, je suis pas contre, tu vois.
un mec pourrait très certainement faire une marque de lingerie. Ce serait plus Mm. difficile, certainement. Euh, C'est plus facile. Moi, par exemple, si je dessine pour un homme, j'ai beaucoup plus de mal et je prends beaucoup moins de plaisir parce que, en tant que femme, j'essaye de me dire qu'est-ce que penserait une femme en portant ça, qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle voudrait avoir et comment. Et c'est plus facile pour moi, voilà, de le faire en me mettant à la place d'eux. Maintenant, Depuis que tu as lancé Livy, il y a eu pas mal de changements dans le monde et dans le monde de la femme, on va dire. Enfin, d'ailleurs, et le monde de l'homme, puisqu'il est concerné, mais des mouvements MeToo, tu parlais du No Bra. Il y a aussi beaucoup de marques qui ont émergé Enfin, on peut un peu dénoncer le côté peut-être uniforme du sexy, les formes, les gros, les grosses, les moins gros. On a une sorte de dictature de la maigreur. Si je vais sur ton site, je vois quand même des femmes minces, etc. C'est des choses. Quel est ton parti pris là-dessus? Quelle est ton approche? euh, moi, mon approche était plutôt de me dire que je choisis la femme, mon modèle en tout cas, pour ce qu'elle représente. Souvent, j'adore parler avec mes modèles. J'utilise souvent d'ailleurs, les mêmes reviennent. J'aime ce qu'elles dégagent, j'aime leur regard. Alors oui, elles sont plutôt tout assez... quand même avec des jolies formes. Elles sont pas trop maigres parce que j'ai choisi souvent comme ça. Mais j'aime me dire qu'une femme n'est pas qu'un corps. Et à l'inverse, je trouve ça assez horrible à un moment donné, certaines marques choisissaient des femmes uniquement pour leur cellulite ou parce que justement, c'était presque de la discrimination pour les femmes qui étaient plutôt dans une norme plus classique. Non, j'aime bien choisir les femmes par rapport à leur personnalité, ce qu'elles ont à dire et se dire qu'elles sont pas qu'un corps non plus, quoi. T'en parles au passé parce que ça n'existe plus trop, ça. Enfin, Si, ça a pas existe fonctionné. encore. Ça a fonctionné. Déjà, je trouve qu'il y a un côté un peu plus mass market aussi. C'est tombé un peu dans le mass market. Je trouve que le luxe n'a pas vraiment été là-dessus. Et je préfère avoir un projet artistique, avoir un projet avec une femme qui a quelque chose à dire, qui a un regard, qui a une personnalité, plutôt que de me dire je la choisis juste parce qu'elle a de la cellulite ou parce qu'il faut que je choisisse une femme plus ronde. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas été là-dessus plus que ça. Et je dis pas que je n'irai pas et que si une personnalité me plaît, d'ailleurs j'ai aussi des femmes quand même un petit peu plus en forme, j'irai quoi. C'est compliqué à la fois entre le fait de se dire on aime s'identifier au mannequin qu'on voit et à la fois moi j'ai pas envie d'acheter un caleçon porté par Jean-Paul avec son ventre qui dépasse et son truc comme ça, tu vois, Et ça c'est fait ça pas rêver, d'ailleurs qui quoi. est intéressant. C'est vrai que souvent, même les marques, je peux citer Skims, une marque américaine qui utilise beaucoup toutes les morphologies, toutes les teintes de peau, toutes les nationalités, enfin, qui, sur la femme, ont fait un énorme job là-dessus. Mais alors, quand elles shootent des hommes, on peut regarder les hommes qu'elles ont shootés. Ah ben, moi, je peux dire que je le ferai le jour où toutes les marques d'hommes feront la même chose. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que tous les hommes sont hyper musclés, grands, sportifs. Ça n'a rien à voir avec les femmes qu'elles ont choisies. Je suis en train de regarder, c'est clair que ouais, ils ont à peu Et près c'est les pour mêmes ça que... tablettes que moi. Je pense qu'on est dans le même. Voilà. Ouais, à peu près. Ok, je vois le. Ah ouais, en effet, c'est Tu assez. vois le contraste Le contraste, ouais, c'est très contrasté. Skims, SKIMS. Mm. Ok, c'est marrant de ne pas avoir suivi le truc sur les hommes. C'est marrant, hein? Bah ouais, c'est marrant, tiens, pourquoi? Pourquoi on doit... Et ça moi, veut peut-être dire que les hommes sont en retard. Non, mais je Ça veut pars peut-être du dire principe que les femmes, j'ai envie de les rendre belles. Et moi, par exemple, il y a des choses que j'ai pas envie de montrer sur moi. Et je vais essayer de m'habiller en sorte pour essayer de m'arranger, pour essayer de me rendre, en fonction des vêtements que je choisis, la plus jolie possible. Bah, on n'a pas forcément envie d'aller, des fois ça peut peut-être déranger certaines personnes ou autres, d'aller montrer des parties de leur corps qu'elles n'ont pas envie de montrer.
Et je suis pas non plus pour tout montrer. C'est ce côté aussi un peu mystérieux, chic à la française, d'essayer d'aller montrer ce qu'on a envie de montrer et de pas montrer ce qu'on n'a pas envie de montrer. Le plus important, c'est de faire ses choix et qu'on soit pas obligé de le faire. Et qu'on t'oblige pas là-dessus. Et qu'on t'oblige pas. Qu'est-ce qu'on t'a reproché depuis ce Rien. lancement? Rien. Rien. Lisa Non, Chavi non. va réussir, elle va tout droit, tout fonctionne. Non, et elle non, est non. irréprochable. Évidemment qu'on m'a reproché, on a pu me reprocher des fois d'être un peu peut-être trop têtu, entêté sur certaines choses, de pas assez écouter, de me concentrer vraiment sur la marque, sur l'émotion que j'ai envie de dégager, peut-être un peu moins sur le management, la gestion, d'être peut-être trop exigeante au quotidien. Oui, on a pu me reprocher ça. Ça, c'est aussi un gros changement dans la société dans laquelle on vit. C'est plus la même boîte, la même manière de bosser dans une boîte que quand tu bossais avec Dior ou avec Kenzo aussi. Après, je le vois d'un autre angle aussi, parce que j'étais un bébé quand je bossais, alors qu'aujourd'hui, je dirige la boîte, donc ça n'a rien à voir. Tu te prenais pas des gros tacles à l'époque? C'est-à-dire? Tu vois, je sais pas, justement, comme je te disais, dans l'univers de la mode, il y a un moment où tu te dis, moi j'ai l'impression que dans les années 2000, tu pouvais te faire littéralement envoyer bouler parce que un dessin était pas bien ou qu'il y avait un trait de travers. Après, non moi j'ai toujours respecté la hiérarchie, donc je voulais que les Mm. gens soient contents. J'étais un bon petit soldat aussi, et ça c'est quelque chose qui était important pour moi, c'est d'être à sa place et de rester à sa place. Et dans ces choses qu'on t'a reprochées, tu me dis tout de suite, il y a des tas de choses sur lesquelles tu progresses encore beaucoup. J'essaye de progresser, j'essaye vraiment de me dire, j'essaye de comprendre ce que... C'est ça le plus important, c'est d'apprendre et de corriger le tir. J'essaye tous les jours de corriger le tir. Et même si, sur le coup, des fois, c'est pas toujours agréable d'entendre les choses, mais dans ma tête, en tout cas, ça travaille. Et je reviens souvent après. D'ailleurs, j'apprends à moi réagir à chaud. Je reviens souvent après en me disant, mais ça, c'est vrai, il faut que je corrige ça, et je le corrige. Comment on réagit à chaud? On réagit pas, non? J'essaye de moins réagir à chaud, mais si jamais un jour tu interroges Laurent Melchior, par exemple, tu pourras lui demander comment je réagis à chaud. Il pourra t'expliquer. Elle a l'air trop drôle, cette relation. J'aimerais bien être une petite souris quand même Non, là-dedans. on s'entend très bien. Mais ouais, ce serait marrant qu'il te parle de moi. Parle-moi de lui alors un peu. Non, Laurent, c'est quelqu'un qui... déjà, c'est un entrepreneur dans l'âme. Et moi, je le remercie. Laurent, t'as le droit de Dan. bitcher un peu, on est entre nous. Hein, non, mais j'ai pas envie en fait de bitcher. Non, mais c'est pas bitcher. Ce que je veux, c'est comprendre comprendre cette relation. Moi, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle a l'air sans filtre, quoi. Ah oui, elle est sans filtre. Moi, je suis assez sans filtre, globalement. Mais ce qui est OK souvent avec un associé, t'arrives à l'être avec tes collaborateurs. Oui, je suis assez sans filtre parce que je trouve que ça fait avancer les choses de gagner du temps et de dire les choses. Et je pars du principe qu'on peut tout dire quand on peut tout entendre. Donc, c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Il n'y a rien de pire que... Alors, ma porte est ouverte. Tu l'ouvres, tu vas me dire ce qu'on a à dire. On passe 24 heures et on se revoit après. Et, voilà, après... Ça s'engueule toute la journée, en fait, chez Livy. Non, mais bien sûr, chez Livy, on se dit les choses. Et moi, je trouve ça important. Alors, la transparence radicale, quoi. Tu connais ces concepts, peut-être, mais de près de loin. Mais ouais. Je trouve que c'est important de se dire les choses. Ouais. Je trouve que c'est important qu'on me réponde. J'ai pas toujours raison. Et à un moment donné, de toute façon, il faut décider. Donc, je trancherai et je déciderai à la fin. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que des gens qui n'ont pas de conviction. Et donc, avec tes associés, c'est surtout avec Laurent que ça frictionne un peu ou avec Non, mais ça frictionne pas non plus. Tu veux me faire dire que ça frictionne? Mais c'est toi qui m'ouvre cette porte. Moi, sais, je saisis la perche, moi. Non, mais c'est comme toujours. À un moment, quand on se dit les choses, ça peut monter un peu, mais en même temps, on s'adore. C'est bien. Non, mais tu sais, il y a aussi, je trouve ça, j'aime mieux cette approche méditerranéenne, mais il y a aussi plein de groupes où il y a plein de non-dits, on se dit rien, c'est tout horrible. est politiquement correct. À partir du moment où ça frictionne un peu, c'est qu'on se dit les choses. Si on se les dit pas, effectivement, ça frictionne pas, mais on n'avance pas non plus et personne n'avance. Donc, c'est quoi ton plus beau succès chez Livy?
D'avoir quand même lancé une boîte from scratch, d'avoir aujourd'hui 120 salariés, de gagner de l'argent, D'avoir une marque, non? d'avoir une marque Tu à m'as dit tout émotion. à l'heure, tu m'as dit j'ai cet ADN, à créer cet ADN, c'est ce Ouais. que j'ai fait depuis des années. Comment on fait ça? D'avoir une marque avec de l'émotion, quoi, d'être authentique aussi, quelque part. D'essayer d'innover, tous les jours. Alors attends, je te dis ça là, parce que ça y est, je viens de lever, mais ça n'a pas toujours été facile non plus. Hein. On a eu des hauts, des bas, enfin tu vois, lancer, on est une petite équipe. Ça reste encore très artisanal aujourd'hui. On ouvre une boutique, et vu qu'on est un peu les derniers, là, on a trouvé une boutique à Marbella. Ok, bon, dans 15 jours, on ouvre. Dans 15 jours, on ouvre. Non, mais t'es sérieuse? Ouais, dans 15 jours, on ouvre. Comment on fait? On y arrive toujours au final, mais. Tu fais ça, j'adore cette méthode. Moi. Ah, moi, j'adore. En fait, moi, je crois que. Alors, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis très, 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 très forte quand je suis devant le mur. Mais le problème de ça, c'est que t'anticipes pas beaucoup. Donc voilà, donc c'est un défaut et une qualité. Maintenant, on est dans une transition, dans un virage où il va falloir, et c'est aussi pour ça que j'ai fait rentrer une DG à mes côtés, pour justement pouvoir organiser, pouvoir gérer l'opérationnel, pouvoir anticiper un peu plus. Après, j'ai cette chance aussi d'avoir lancé Livy et d'avoir eu un groupe d'1 milliard à mes côtés. Ça veut dire j'ai été plug and play sur tous les ERP, sur toutes les choses où j'ai pas eu à le construire. Moi, toute la suite logicielle, tout ce que tu utilises, c'est ce qui appartient au groupe. Aujourd'hui, par exemple, on était sur Salesforce, sur le digital. Donc j'ai pu, dès le premier jour, livrer avec Globally intégré. Pas tout ça à redéployer, Non. Vraiment sur. Ta direction du digital, c'est. J'ai vidé le site état, mais j'ai rempli mon site. J'ai pas eu à me poser de questions. Bon, là aujourd'hui, on est en train de passer sur Shopify. Ouais. Là, ce sera dans un mois, ce sera OK. Tu sais pourquoi? Pour qu'on soit beaucoup plus agile, parce que c'est aussi la limite d'avoir un moteur de Porsche dans une 2 chevaux, tu vois, c'est que tu as accès à 1000 choses, mais le moindre petit truc que tu veux modifier, faut prendre un ticket, tu as une équipe énorme derrière. Et c'est la limite du système où moi j'ai envie d'être de plus en plus autonome pour être beaucoup plus agile, aller beaucoup plus vite sur tout ce que je veux faire. T'as levé combien? J'ai levé, je sais pas à quel moment j'ai le droit de le dire ou pas de le dire, mais en tout cas j'ai levé pas mal. Au-dessus de ce que j'imaginais. Ok. Et je suis en train de lever de la dette en plus bancaire en plus. Donc 15 millions d'euros de chiffre d'affaires rentable. 16, s'il te plaît. 16 millions 1 d'euros. million à ce stade, c'est important. Bravo. 16 millions d'euros de chiffre d'affaires rentable en pleine croissance. Une marque comme ça vaut 50 millions? Je ne dirai rien. C'est que je suis pas très loin. Parce que je ne dirai rien. Et donc, tu as levé 15. Je ne dirai rien. Mince alors. Ça marche mieux avec les mecs, ça, tu sais, Clémence. Tu sais pourquoi? Moi, je ne lâcherai rien. Parce que, en fait, alors, surtout, ou alors je suis au-dessus. Si je tape au-dessus, ça marche pas bien. Si je tape en dessous, un mec, il va tout de suite dire non, plus. Mince, j'ai rien décelé en plus. Là, tu m'as. Ok. Mais je suis pas très loin, quoi. Écoute, c'est pas important en vrai. Si, ça me permet de savoir ce que tu vas déployer. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, tu cherches plein de monde alors? Alors, là, en fait, pourquoi on a été à l'équilibre, pourquoi on a été à l'équilibre il y a 2 ans? Parce qu'il fallait atteindre 15 millions de chiffre d'affaires. Enfin, 2023, on faisait 15 millions de chiffre d'affaires pour pouvoir être rentable et intégrer tous nos frais de personnel du siège. Il fallait que tu prouves que tu puisses faire ça. Donc, une boîte comme la mienne, dans mon business model, il fallait faire 15 millions de chiffre d'affaires pour atteindre l'équilibre et pour pouvoir justement prouver et mieux gérer aussi. Donc, j'ai passé l'année 2024 de consolidation sur lequel j'ai organisé, structuré, ouvert, confirmé quelques points de vente, fermé les points de vente qui ne marchaient pas.
pour pouvoir justement le 27 décembre 2024 réussir à faire ma levée où ils se sont dit ouais finalement elle arrive quand même à gérer sa boîte malgré tout. Elle s'occupe pas que de la marque, elle est aussi gestionnaire, enfin, en tout cas elle est meilleure que ce qu'on imaginait au début là-dedans aussi. Et du coup maintenant on sait j'ai vraiment une équipe. J'avais déjà une équipe là sur 2024 qui me permettait d'aller loin. Et c'est maintenant qu'on va avoir des effets d'échelle et qu'on va pouvoir justement envoyer du lourd, quoi. C'est sympa cette discussion, je comprends un peu comment ça se passe et comment ça s'est passé ces dernières années, c'est intéressant. Mais l'année 2024, ouais, c'était vraiment une année où on a voulu stabiliser. Depuis le début, on sait qu'on a une marque qui est bien née, mais vraiment, c'est mon sujet. Et moi qui suis plutôt une créatrice, même si mes deux qualités, j'ai envie de te dire, c'est d'être comme une créatrice qui a toujours envie d'innover et d'être une commerçante. Mes plus gros défauts, c'est que j'étais pas jusque-là vraiment une bonne gestionnaire et que j'étais pas du tout digitale. Enfin, je suis pas la génération du digital. Et du coup, sur 2024, j'ai prouvé que je pouvais me compléter justement par des équipes, avoir une vraie équipe solide qui puisse justement, quand j'écoutais aussi ton podcast sur le mec de LinkedIn qui disait il faut créer une équipe comme des joueurs de foot. Et du coup, voilà, de parier sur des profils. Moi, je sais que je préfère parier sur des profils loyaux, engagés, honnêtes, bosseurs, qui mettent les mains dedans. Presque plus que sur un gros profil qui vient d'un gros groupe. C'est difficile de bosser avec ce genre de profil aussi parce que dans les grands groupes, le travail est divisé quelque part. Ça veut dire que, je ne dis pas que c'est des pions qui peuvent être remplacés plus facilement par un pion, mais pour l'avoir connu quand même aussi chez Etam, c'est que le travail est plus divisé, les gens font quelque chose très bien jusqu'au bout, mais dans une start-up, tu as besoin de... Moi, toutes les personnes qui sont là chez moi sont hyper importantes et si pendant une semaine, elles sont pas là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que personne ne peut les remplacer et que j'ai pas 1000 personnes qui peuvent faire le job de l'autre. Donc ça, j'ai appris aussi à me construire une équipe autour de moi. Et en plus, maintenant, avec ma direction générale, je pense qu'on peut aller assez loin, quoi. J'ai une nouvelle vie qui démarre devant moi. C'est où assez loin? Comme je te disais au début, d'essayer de développer... Non, mais c'est 50 millions, c'est 100 millions d'essayer de vraiment habiller les femmes du monde entier. Okay. De séduire le monde entier. J'essaie de comprendre à quel moment tu vas te reluer et tu vas atteindre tes objectifs. Alors ça, je peux te le dire, je me reluerai quand j'aurai fait 50 millions et plus de 15% d'EBITDA. Ok. Et tu as un temps pour le faire? Tu peux le faire avant 2000? Plus je le fais vite et plus je serai relué. J'aime bien l'idée. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ouais, trop bien. On va tous aider Lisa à faire ça, quoi. Déjà, mais pour que qu'on t'aide, il faut un petit code promo pour toutes les auditrices et auditeurs qui veulent au moins tester une première fois, acheter. Elles peuvent m'écrire sur Instagram et je leur répondrai. Je réponds à tout le monde. Tu peux pas faire un petit code do it? Je réponds à tout le monde sur Instagram, surtout quand elles me disent waouh, grâce à toi, je me sens belle. Et ça, c'est mon plus beau cadeau, ça. Ça, c'est mon plus beau cadeau de quand les femmes me disent que grâce à Livy, elles ont confiance en elles, grâce à Livy, elles se sentent belles. Je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important. Le dernier qui m'a dit je réponds à tout le monde et j'enverrai un mot à chacun, puisque je peux pas faire de code promo tout de suite, c'était Guillaume Gibaud. Et en fait, il a pas fait les mots à tout le monde parce qu'il a reçu beaucoup trop de commandes avec le code do it. Donc bon, si jamais quelqu'un... T'as un endroit où on peut mettre un code sur Livy? Moi Non, mais t'en fais pas, mais on le dit pas, tu fais pas de code promo, mais peut-être, on sait jamais, si jamais on rentre le code, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Je veux pas promettre des choses, je ne promets pas des choses. Peut-être. Peut-être. On verra si ça marche. Peut-être, tu vois, tu fais pas payer les frais de livraison, j'imagine. Non. Bon, ok. Un petit cadeau en plus, un petit truc sympa. Je vais réfléchir. Ok. On peut faire une soirée, quelque chose, un événement. Chaud. Ensemble. Vas-y, à Courchevel, l'année prochaine, on va tous venir skier. Mais oui, bien sûr. Mais ok, je suis plus ça sur un partage de communauté, un échange, plutôt que donner un code promo sur un produit. Elle est où ta plus belle boutique? On se dit qu'on est la moyenne des gens qu'on rencontre et avec qui on est. Donc, ça, c'est important. Partageons nos communautés. Ça, c'est important. Et je trouve ça important d'ailleurs parce que j'adore tous les gens que
que tu Interview, tu tu les reçois. interviews, Ouais. voilà. Et du coup, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus aussi, sur ce partage de communauté et sur lequel Ok, donc on fait une soirée chez ça se Livy mérite. pour Ça se mérite. Mais on bien sûr, fera s'il y en a trop, bah tant pis dans un de tes avec voilà. plaisir. Ok, vous mettez le code do it et Avec puis plaisir. voilà, et puis vous écrivez quand même à Lisa sur Insta. Voilà, Christopher qui est là aussi aujourd'hui me fait savoir qu'il aimerait un caleçon transparent quand même. Donc voilà, on va lui. Il rougit, il a les petites veines qui apparaissent sur le front. Et raconte-moi avant que je te laisse, qu'on aille retrouver toute l'équipe aussi là-bas. Elle ressemble à quoi la journée type de Lisa Chavy? Elle ressemble à quoi? Alors, je me réveille déjà avec souvent un appel de ma fille qui est en Angleterre, à l'école en Angleterre. Parce que ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas toujours évident de lancer un projet, d'être une mère de famille. Et j'ai cette chance d'avoir eu, en tout cas, toujours ma famille, mes enfants, mon père, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, qui est archi, qui m'a aidé aussi au début sur les boutiques, mon beau-frère, tout le monde m'a énormément soutenu vraiment dans une affaire de famille. Mon mari aussi, mon ex-mari aujourd'hui, mais voilà, tout le monde m'a énormément soutenu à un moment donné, mes amis. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a porté aussi. Et ça, dans ma vie, c'est important, même si je leur donne pas beaucoup de temps, j'essaie de leur donner du temps de qualité. Donc vraiment, ma journée commence toujours soit par un call avec mes copines, de toute façon par un appel de ma fille, mon fils qui est aussi chez moi une semaine sur deux. Donc ça, c'est important à signaler parce qu'on parle beaucoup de boulot, mais c'est quand même la priorité dans ma vie. Et après, souvent, elle commence quand même par lire mes WhatsApp parce que je ne lis pas mes mails. Tu lis pas tes Chez mails? moi, non. Ah, chez toi ou nulle part? Jamais. Je lis pas mes mails. Si tu veux que je lise un mail, il faut m'envoyer un WhatsApp pour me dire de lire mes mails. J'en ai tellement, en fait, j'en reçois tellement qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à les C'est suivre, devenu quoi. un truc mais, hallucinant en fait, ça. Ouais. Tous les messages, tous les trucs. Ouais. Ouais. Ok, Et moi, je suis vraiment, enfin, si on veut me joindre, on m'appelle et vraiment, je réponds tout le temps. Mais en revanche, non, les mails, c'est pas possible. Bon, je confirme qu'on a communiqué sur WhatsApp. Et je confirme une chose, et c'est important de le dire, c'est que Lisa n'est pas dans le bullshit, même si vous n'en doutiez pas, elle n'est pas dans le bullshit parce que je t'ai invité pour cette semaine au Podcast Club et que tu rentrais ce soir parce que tu voulais voir, demain soir, pardon, parce que tu voulais voir ton fils. Donc c'est Exactement. pas que des paroles, tu avais l'opportunité de Exactement. rester 2 jours de plus skier, 3 même, et puis bosser à distance et tu l'as fait, j'ai trouvé ça, je t'ai dit je peux pas me battre contre ton Contre fils, mon tu vois, fils, voilà, non. donc je comprends, mais c'est tout à ton honneur et voilà, Et tu vois, là, dans ce que. Mon fils, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais fait du judo à un très haut niveau. Enfin, il est ceinture noire de judo et il a fait les championnats de France. Évidemment, je le trouve trop fort, merveilleux, trop beau, et je suis tellement objective. Porte des Mais caleçons transparents ou pas? non, surtout pas, évidemment. Mais par contre, ses copines portent du Livy, donc C'est bien. donc ça, c'est sympa. Moi, je ne fais pas du tout de sport. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Alors, je vais faire du ski parce que j'adore le ski, mais hormis le ski, je ne fais pas de sport. Et c'est vrai que de voir mon fils, ce côté compète dans le sport, m'apprend beaucoup chaque jour, tu vois, dans ce que je fais dans ma boîte. Et je me dis que finalement, là, je cours un sprint parce que je sais que il faut que j'aille chercher toujours plus loin et toujours plus vite. Je ne sais pas après quoi je cours d'ailleurs, hein, mais en tout cas, comme dans le sport, on court après quoi? On parlait du marathon tout à l'heure, on ne sait pas après quoi on court toujours. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup aussi du sport et de la compétition, et je trouve que ça se rejoint beaucoup, en tout cas. Et je me dis que pourquoi je ne suis pas sportive, parce que enfin, mon ex-mari disait toujours t'es pas sportif parce que tu supportes pas d'être numéro 2 et que du coup il aurait fallu, ça t'aurait demandé beaucoup trop d'énergie pour être numéro 1. Mais du coup c'est intéressant parce que la première réaction que je me suis dite quand tu as dit que tu ne faisais pas de sport, je me suis dit c'est drôle parce que tu as vraiment un tempérament de sportive. Mais donc je comprends sa remarque en fait, ouais, complètement. Et du coup je le mets dans le boulot. Cette énergie, je le mets dans le boulot. Et je trouve que c'est important aussi autour de toi d'avoir des gens
ont une énergie de combattante. Julie, ma DG, est une sportive, hein, elle était championne de karaté. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose d'important. Et comme je te disais, je suis une famille de paysans et une petite fille... non, je suis une famille... mon père est commerçant, mais je suis une petite fille de paysans. Et je trouve que cette endurance et cette énergie qu'on a mis dans la terre, c'est quelque chose qui est en moi aussi dans tout ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Donc sans faire de sport, tu vois, indirectement, j'ai l'impression quand même d'avoir cette endurance d'un sportif et que je suis toujours prête à tenir le sprint, même si tout le monde me dit « mais attends, le sprint, fais attention, on ne le tient pas éternellement ». Moi, je crois que je peux le tenir longtemps en tout cas. Tu bosses toujours de chez toi après Alors, pour reprendre ta journée? Ouais, quand je reprends ma journée, pardon, je suis partie. Non, mais je voulais juste savoir un peu si tu avais des secrets. Je commence toujours évidemment par allumer mon téléphone. Pas bien. Mais bon, voilà, je fais partie des gens qui ne peuvent pas vivre sans téléphone. et quand j'en parle avec mes enfants, alors au jeu, tu préfères te couper un doigt de pied ou ne plus jamais avoir de téléphone de ta vie, je vais répondre, je préfère me couper un doigt de pied, comme mes enfants. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis pas sportive. Et du coup, donc je commence chez moi, mon téléphone, évidemment, par mes enfants, évidemment. Et après, non, je vais très vite au bureau. Et chez moi, alors je fais partie de la vieille école où il n'y a pas de télétravail. Okay. 1, par solidarité pour les équipes qui sont en magasin. 2, parce que je trouve que le télétravail, c'est plus télé que de travail, malheureusement. Je suis encore ancienne génération là-dessus. C'est très ancienne génération, comme remarque celle-là. Très ancienne génération. Et du coup, non, mais parce que quand on est encore une petite structure, c'est important d'avoir les gens autour de soi. Non, c'est plus vraiment la remarque, moi, que je jugeais. Après, je suis d'accord sur le... Enfin, je suis d'accord. Peu importe, il y a des gens qui sont très forts sur le télétravail. Mais... Oui, évidemment, mais moi, dans un gros groupe, je pense que ça marche et j'aurais été ravie d'en faire à un moment où j'étais dans un grand groupe. Dans une petite structure, vu que tout n'est pas organisé, tout encore un peu artisanal, on manque une info, on manque quelque chose. Je pense que souvent, après des années de tergiversation, c'est une énorme demande de tout le monde. Mais je sais pas. La question, elle se pose. En tout cas, la réponse que moi je peux te donner, mon avis en 2025, qui changera peut-être en 2026, mais j'ai reçu des mecs extraordinaires, un mec qui s'appelle Frédéric Play qu'on a rencontré à Los Angeles, mais que j'ai reçu sur ce podcast. Et eux, ils ont une boîte qui est tech, qui est native télétravail. Je crois que maintenant, ils ont peut-être un bureau à Paris, mais le patron, il est basé donc, à Los Angeles. Ils sont tous à distance et tous asynchrone. Donc, jamais en même temps, voilà. Mais ils bossent très bien comme ça. Et eux, mettre un endroit physique, ça déréglerait quasiment toute la boîte. La difficulté, c'est l'hybride. C'est qu'en fait, avoir des gens à distance, des gens qui n'ont pas le droit, comme tu le dis, des gens en boutique, des gens qui n'ont pas le droit, des gens, en fait, ça crée des perturbations très fortes. Surtout, moi, j'ai quand même j'aime l'intuition, j'aime me connecter, j'aime même un entretien pour recruter quelqu'un. Alors, je fais toujours un petit roadshow des entretiens par visio, mais après, la personne, j'ai besoin de la voir en vrai. Je recrute toutes mes responsables de magasin, je les vois toutes. À un moment donné, j'ai besoin de les voir en vrai. J'ai besoin de sentir, alors c'est peut-être particulier à moi, mais j'ai besoin de... Voilà, ton client, il l'avait en vrai. Il y a un moment où il y a une légitimité, je pense, là-dessus. Donc, du coup, je suis exemplaire. Donc, je vais au bureau dès que je peux. Et après, souvent, je suis quand même en déplacement. Donc, c'est là où je travaille quand même malgré ça à distance contre mon gré. Et après, souvent, j'ai souvent ma journée. J'utilise souvent le moment du déjeuner parce que malgré ça, je suis une fille qui adore les plaisirs de la vie. Je suis originaire de Bourgogne, donc j'adore bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire la fête, j'aime aller prendre un verre le soir. Ça va aussi avec la marque, avec ce qu'on a envie de dégager, avec l'émotion qu'on a. Mais voilà, travailler, c'est très important. Allier les deux, parce que souvent, je prends un verre, mais je prends un verre aussi avec des gens du boulot, prendre un verre avec... pour un entretien, prendre un verre aussi, ça apporte toujours quelque chose, ça apporte du réseau. Donc voilà à peu près ma journée, c'est boulot, famille, en tout cas je suis là, mais bon, à 16-18 ans, heureusement les parents c'est plus leur priorité, et tant mieux, c'est que tout va bien. Et après les amis et tout ce qui est autour de moi, ça fait partie intégrante de moi aujourd'hui, quoi. Tu aurais un livre à me recommander? Un livre que tu offriras à tout le monde si tu avais l'opportunité? Un livre, là, comme ça,
Ça peut être un livre qui t'a transformé il y a très longtemps. Ça peut être celui Qu'est-ce que j'ai envie de citer? Je sais pas ce que je pourrais citer. Qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement? Alors, j'adore Colette parce que je trouve que cet auteur est vraiment a été hyper avant-gardiste dans la condition féminine, dans la liberté des femmes. Ma fille s'appelle Colette. J'ai adoré ce concept store Colette qui a existé à un moment donné. Et j'ai adoré Colette du concept store Colette. Donc oui, un livre de Colette, lequel, je sais pas, ils sont tous bien. Donc un livre de Colette, je te dirais. Ok. Alors, tu me permets de te reprendre. Il faut dire autrice. Autrice, oui, je tu sais. sais pourquoi En le Je t'ai disant, entendu je me hésiter. suis dit... Tu sais pourquoi? Moi, je me bats pour ça parce que j'ai appris ici avec Caroline Vigneault. J'adore, c'est ma grande copine, Caro. Qui nous expliquait que en fait, Caro. le mot autrice avait été retiré du dictionnaire par l'Académie française quand c'était que des hommes académiciens. D'accord. Parce qu'ils ne voulaient pas tant que les femmes écrivent. Donc c'est assez militant, mais je pense qu'il faut dire autrice. Même si ça emmerde autrice certains. alors, autrice. Voilà. Super. Et j'étais voir Caro d'ailleurs samedi soir au Grand Rex. Tu étais là aussi ou pas? Non, j'étais pas là samedi soir. C'était bien. C'était son nouveau spectacle. Ouais. Bah non, c'était le même, mais un peu qui avait évolué. Et c'était super, évidemment, comme toujours. Comme toujours au Grand Rex, dis donc. C'est belle salle. 3 soirs de suite, elle a fait 3 ou 4, je dis. 3 soirs de suite au Grand Rex. Épisode très sympa que j'ai enregistré avec Caroline, qui se produit elle-même, faut le savoir. Elle fait tout elle-même. Elle écrit elle-même, elle se produit elle-même. Une star, mais de ouf. C'est une merveilleuse. Il y a personne qui fait ça. Elle fédère, elle a une énorme... Enfin, voilà, elle fédère les gens entre Caroline entre elles Vigneault. Aussi. Écoutez cet épisode avec Caroline Vigneault. Vraiment, il est très très cool. Ah ouais, je vais écouter, je le recommande vivement. Dernière petite question. Si tu avais l'occasion de croiser Lisa, je sais pas moi, dans ses jeunes années avec Dior, par exemple, quand tu travaillais sur tes... Et tu pouvais te donner un conseil à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, si tes rêves te font peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si tes rêves ne te font pas peur, pardon, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. J'étais en train de digérer, je me disais waouh. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ok. Donc de rêver grand et après de pas avoir peur, quoi, d'avancer. Rien n'est impossible en vrai. Rêvons plus grand. Rêvons plus grand. Je pense qu'en plus tes pensées sont créatrices, donc. Clem a compris, je suis fier de toi. Parce que Rêvons plus grand, c'est la devise du Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Pardon, un petit bisou. Gros beauf, dit-elle. Pas du tout. Un petit bisou à nos amis marseillais quand même. Merci Lisa, c'était cool. Merci. On n'oublie pas, on va sur le site avec le code DOIT, puis on aura peut-être une surprise ou un événement. J'ai été ravi de cet échange franc direct et puis voilà, ayons peur quoi. Ayons peur de nos ambitions et puis rêvons plus grand. Quoi. Rêvons plus grand. Bisous. Bye. Merci.